Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le VOS TV. Merci d'être là pour cette deuxième émission de Bonjour 2000. Ce soir, on a un très beau programme pour vous. On va parler de deux films avec deux réalisateurs qui ont été oscarisés a posteriori de leurs films, dont un très récemment. On va parler d'un genre de jeu vidéo, le STR. Je ne sais pas si ça vous parle, mais à la fin de l'émission, ça va vous parler, c'est sûr. Dont un jeu mythique auquel on a tous joué, a priori. On va parler de musique avec un groupe qui a sorti son premier album il y a exactement 24 ans. Un groupe qui a un peu redéfini son genre, en tout cas au niveau du grand public. Et enfin, on va parler de télévision. Ça va être un gros choc mental. Préparez-vous, installez-vous bien, aussi confortablement que les invités de ce soir. Comment ça va, Guillaume, l'indéboulonnable? Ça va très bien, et toi, ravi d'être là pour la deuxième. Ravi d'être là, un peu moins stressé que sur la première. Oui, on cool. est bien, on a bien bossé. Oui, on a bien bossé. Sur le bout des doigts, le programme, c'est bon. Et Romain, Salut. alias Traquenard. Ouais, bonjour à tous, ça fait très plaisir d'être là. Merci Vivien pour Tu es l'invitation. heureux? Très content. Es-tu détendu? Très détendu, gros C'est retour sur Twitch, c'est un nouveau truc pour moi là. Après sur un quelques plateau, mais c'est années sympa. Ouais, pendant le confinement, j'ai fait un peu de stream, ouais. Ça fait 4 ans? Ouais, je pense que le dernier stream, j'ai dû le lancer il y a 2 ans et demi quand même. Il y a eu quelques petits retours comme ça, mais c'était que du jeu vidéo. T'es presque un dinosaure de Twitch. Non. Presque. Quand même. En tout cas, bienvenue. Je suis ravi Merci que tu sois là. Ça fait plaisir. Enfin, on est ravi que tu sois là. En tout Oui, cas, on est ravis que moi tu sois aussi, là. oui. Non, c'est vrai. Carrément, les gars. Pour commencer, j'ai une petite question. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust cinéma? Le film où, quand tu le regardes, tu te revois gamin, pile poil dans la même situation, genre la salle de cinéma ou le canapé. C'est très sensoriel. Ce qui me vient en premier, c'est La Guerre des Mondes, ouais, avec Tom Cruise. Ouais. Que j'ai vu au cinéma, qui m'a énormément marqué. J'adore la science-fiction personnellement. Ouais. Et du coup, j'ai bien kiffé ce film-là. Ouais. 2005. 2005, ouais, c'est un peu après les années 2000. Ouais. T'avais Ouais. quel âge? T'avais 12 ans, non 11 ans? Ouais, 12 ans. c'est ça, 12 ans. 12 ans, ouais. 12 ans. Ouais. Monsieur le 93. Ouais, Monsieur, tu es une exactement. vieille personne. C'était pas Exactement. interdit au moins de 12 ans à l'époque? Possible, ouais, mais on y Ouais, va bon, quand je même. suis pas sûr. Peut-être 10, je sais pas. Ça t'a donné un petit goût de l'horreur ou pas? Un Parce peu, qu'il j'avais fait- déjà il fait vu flipper des un peu trucs- quand j'ai vu même. des trucs qui faisaient plus C'est flipper plus- que ça, même avant ça, ouais. Plus T'as vu quoi? anxiogène que terrifiant, non? Il y a des moments un peu, ouais, c'est vrai. Des moments un peu. Ouais, c'est plus anxiogène, ça fait un peu bader. Mais moi, j'ai vu pire plus tôt, je dirais Starship Troopers à l'époque. Je devais avoir 10 ans quand j'ai vu ça, donc c'est quand même assez hard. Ah, c'est Mais- marrant. Et notamment The Grudge aussi, qui est un film d'horreur purement. Putain. Pas vu J'ai ça. vu quand je suis arrivé à Brinda, donc j'avais peut-être 13 ans à ce moment-là. Alors, Brinda, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite bourgade dans l'ouest lyonnais. Oui, exactement. Tu venais de. Je venais de Picardie à la base. Oh yes, t'as bien fait de venir. T'as Exactement, vraiment bien c'est fait de le venir. smart move, tu connais. C'est ouf. Enfin, c'est moi qui ai décidé. Désolé Merci pour les beaucoup. picards. Hein. T'as une petite Madeleine de Proust, toi, c'était Fourmise, hein, c'est ça? Oui, ça devait être une connerie comme ça. C'est Ouais, ça, non, tu c'est nous avais ça. dit la dernière fois, Ou hein. Minimoys, je sais plus lequel. Non, Fourmise. Minimoys, on n'en parle pas. Bon, bah, alors on C'est parlera gaze. pas C'est de ma gaze. Madeleine. Hello, coucou, salut Ophélie, salut Palo, salut Muller, grand joueur Muller, Nico, Locolo, merci, bonsoir à tous, merci d'être là. Si vous avez les petites Madeleines de Proust, n'hésitez pas à nous les donner. Ce soir, on va parler du coup de deux films, j'ai annoncé deux films majeurs, à mon sens, Oui. de la filmographie de deux réalisateurs qui sont Oscarisé. Oscarisés, pas pour les films dont on va parler, pas en tant que réalisateur, mais des films qui ont été à minima nominés. Et Ce qui est assez oui. exceptionnel, c'est que ces deux films sont sortis à peu de choses près en même temps, à une semaine d'écart. Le premier film est sorti le 4 octobre, si je dis pas de bêtises. J'ai ou 6, oui, ça doit 4 être ou ça. 6 octobre, et le deuxième, le 11 octobre. 4 et 11 octobre, à une semaine d'écart. Ils ont absolument cartonné. Hop, je vais vous donner un petit aperçu de ces films. Oh non, ça bug déjà. C'est incroyable. Ah, Eh ben c'est pas grave, je vais vous le donner quand même. Donc on va parler Attends. de Tigre et Dragon et de Memento. Donc Tigre et Dragon, qu'est-ce que c'est concrètement? alors le synopsis d'un film assez complexe, mais on va essayer de résumer ça. Ça marche. Ça marche. Incroyable. Et la Super, lumière c'est fut. beau. Qu'est-ce que c'est, Tigre et Dragon? C'est la Chine du 19e siècle. Ouais. Voilà. donc C'est une grande fresque. C'est une grande fresque sur la Chine du 19e siècle, c'est ça. Donc on est sur un maître des arts martiaux qui Ouais. rend son arme, une arme légendaire à son ami. Attends, dont j'ai les noms. Donc le maître, c'est Li Mubai, joué par Chow Yun-fat. Je m'excuse d'avance pour les prononciations. Yes. L'ami, mais aussi l'amour secret et Ah. interdit. Ah. C'est aussi ça le thème du film, hein. Ouais. Entre autres. No spoil. Yu Xiulien, donc je vais peut-être. Ouais, alors no spoil, Tigre et Dragon, il y a moyen, on spoil.
Memento, ça me ferait un peu chier qu'on spoil. On va éviter de spoiler, même si 24 ans après, normalement, c'est pas du spoil. Voilà. N'hésitez pas à vous manifester si jamais vous êtes anti-spoil. D'accord. Pitié, ne le faites pas dans le chat. Ou après, oui, on va pas forcément spoiler plus que ça ce film, je pense. Qu'est-ce que tu veux ? On pourrait. Oui, on pourrait. Concrètement, on pourrait. Il y a des moments clés, mais on va pas les sortir. Voilà. Oui, on va pas les sortir. Après, le synopsis, c'est le début. Donc voilà, après. Deux films qui ont un lien avec Matrix. Ah, tu pars direct là-dessus ? Ouais, j'ai envie de partir là-dessus direct. Ok, bon, j'y pense, je me dis, hop, vas-y, c'est l'occasion. Eh bien, oui. Ça m'a marqué, complètement. Alors moi, je l'ai vu tout à l'heure, pour être très franc avec vous, et très transparent. Mais super film, je l'ai vu tout à l'heure. Et ça ressemble beaucoup à Matrix dans tout ce qui est du coup combat. Et c'est assez impressionnant. Et je me suis dit d'ailleurs, mais c'est pareil dans Matrix. Matrix est inspiré de ce film-là. Mais en fait, j'ai regardé la date. Matrix est sorti l'année d'avant, donc en 99. Exactement, 99. Ils ont le même chorégraphe. En fait. Et ça se voit, même chorégraphe, même technique de réalisation, un peu de choses près, dans le sens où c'est des câbles, en fait, pour toutes les scènes. Je vais vous montrer quelques images de Tigre et Dragon. Hop, on va faire ça. La gravité est différente, on va dire. Oui. Il paraît que c'est un choix artistique. Mais moi, j'étais aussi dubitatif que toi sur ces scènes Naruto-esques un peu. Ouais, moi j'aime bien. Volées. Ça fait un peu Shaolin Soccer. Memento, qui s'est peut-être inspiré d'eux du coup. Oui. Memento, on en parlera après, mais c'est le deuxième film de Nolan. Pour répondre aux commentaires. Yes. Hop, allez, petite BA. Of a warrior. The woman he loved. A daring outlaw. Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, in an extraordinary romantic adventure. From Ang Lee, the director of Sense and Sensibility. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Je vois que Muller dit que c'est le meilleur film. N'hésite pas à nous dire ce que t'en penses, si c'est vraiment ton film préféré. Viens sur le canapé. Viens sur le canapé. Mais oui, viens sur le canapé, viens nous en parler. Il y a un peu de place encore. Il y a encore un petit peu de place pour toi. On a un micro supplémentaire si jamais tu veux. Je t'ai coupé sur le synopsis. Ah oui, non, mais parce que alors on était à l'histoire d'épée, qui est confiée à son amoureuse inavouée, amour interdit, etc. Cette épée qu'elle doit confier à un type important dont j'ai oublié le nom, excusez-nous. Et alors, il y a la fille d'un gouverneur, je crois, qui rêve d'autre chose que cette vie qu'elle a, où on lui impose un mariage, et elle a soif d'aventure, cette femme, donc elle regarde un peu, elle vénère et révère les deux personnes dont on a parlé avant, qui vivent des aventures, qui sont un peu dans des maîtres d'arts martiaux, et en gros elle va voler cette épée, et tout va partir de là. C'est une histoire d'émancipation. C'est l'histoire sur plein de choses, il y a ça, il y a de l'amour, il y a de l'émancipation. Il y a un peu de féminisme aussi, on va pas se mentir. Oui, et puis... aussi, elles ont le pouvoir, les femmes, dans le film, mais c'est intéressant. La religion aussi, peut-être. Le confucianisme. Ça va partout, mais alors je ne suis pas un professionnel du confucianisme, donc je vais fermer ma gueule. Cartonné, je veux juste vous remettre un petit peu les chiffres, c'est quand même une dinguerie. C'est le film à l'époque, parce que je crois que ça a été dépassé, mais le film étranger qui a eu le plus d'Oscars. Donc c'était 4 Oscars, dont meilleur film étranger. Et il me semble que The Artist l'a dépassé avec 5 Oscars. Oui, mais alors exactement la chronologie, je ne sais pas s'il y en a eu un entre-temps. Je crois qu'il y a eu un qui a égalisé, je ne saurais plus dire exactement lequel. A égalisé The Artist ? Non, pas The Artist, mais Tigre et Dragon sur les 4. Bon, en tout cas, c'est plus le premier, mais malgré tout, c'est quand même notable. Et 213 millions au box-office mondial. C'est incroyable. C'est quand même assez dingue. Quand on voit que Memento, c'est 40 millions, on en parle parce que c'est sorti cette semaine et que c'est un... Enfin, cette semaine, il y a 24 ans. Et que c'est le pont pour Nolan vers des choses un peu plus grandes. C'est surtout le film qui a fait exploser Nolan quand même, et c'est un film où comme une communauté qui voit un culte à ce film, qui est quand même marché après oui, il y a des gens qui adorent vraiment ce film, et son premier, donc on va parler peut-être un peu quand on aura fini sur Tigre et Dragon. Mais oui, vraiment, oui, c'est ça, c'est vraiment important, je trouve, dans la carrière de Nolan, qui est un réalisateur important aujourd'hui, et donc c'est important. C'est un film important. C'est un film important. Voilà. Important.
Oui, C'est un film important, un peu comme Tigre et Dragon finalement. Film de KPDP du coup asiatique. Oui, alors c'est un nom, c'est le... est-ce que je le dis? Le Wu Tian Pian, donc ça veut dire film de héros martial. C'est le nom asiatique, chinois, mandarin peut-être, voilà. Donc c'est un film qui relance ce genre un peu, donc à cette époque-là qui était un peu tombé en désuétude apparemment en Asie, et c'est surtout un film qui marche à l'Occident et qui redonne aux gens envie ce goût un peu du spectaculaire, de l'art martial, même si comme tu disais Matrix a ses similitudes dans tout ce le chorégraphe c'est le même quoi déjà, et puis voilà. Donc c'est un film important aussi à ce niveau-là. Ouais. Et il est accessible le film, je trouve aussi. Il n'est pas très complexe dans l'histoire, etc. Il est très bien filmé. Donc non, c'est intéressant. Et les combats sont vraiment impressionnants pour le coup. Ah oui, ils sont vraiment. Les combats, c'est 80% du temps de tournage que ça leur a pris pour 25% du total du film. Donc c'était vraiment chronophage à faire, comme souvent les combats le sont, hein. Mais c'est vraiment très impressionnant. Il y a tout un système de câbles et de choses comme ça qui ont été mises en place, et quand tu regardes le film, des pas comme ça qui volent. Tournage un peu galère. Tournage un peu galère. Ah oui, on peut parler du tournage si tu le désires. Parlons du tournage. Le tournage, je tourne la page parce que le tournage c'est là. De Guigui. De Guigui. Il a tout. Non, j'ai bossé comme un chien. Donc. Non, mais le tournage compliqué. Donc il démarre le tournage. Ouais. Dans le film, il y a une ellipse, donc on va pas faire le spoil, mais il y a une ellipse qui se passe dans le désert où la fille s'enfuit avec un homme. C'est un résumé vraiment succinct. Hein. Et cette scène, cette ellipse est tournée dans le désert de Gobi. Et ils ont commencé par le tournage par ce moment. D'accord. Alors ça comme désert de Gobi en Chine et en Mongolie aussi. Hein, enfin c'est énorme. Un des endroits les plus secs et les plus chauds au monde. Un désert tout simplement. Clairement. Donc ils commencent, ils arrivent. L'équipe de tournage déjà dès le premier jour se perd dans la nuit dans le désert, ce qui est jamais rassurant. Ils les retrouvent à 7h du mat'. Bon, ça va les gars, petit café quand même, la nuit a été rude, puis après on s'y met. Alors après, c'est pas fini, ouais. Après ils démarrent, ils font deux scènes, là, deux clips, comment on appelle ça? De cut. Ouais, de cut, oui. Une tempête de sable se lève. Une tempête de sable, donc on arrête aussi, quoi, donc c'est compliqué. Oui, a priori, oui, c'est pas le meilleur moment pour ça, tourner un voilà, film. la première journée de travail, le lundi, il est compliqué là. C'est pas fini parce que après des pluies torrentielles se déclarent et durent pendant des jours, et vraiment des pluies torrentielles qui leur obligent à couper le tournage. Tournage dans une région, on le rappelle, qui est très sèche, c'est-à-dire que c'est un désert. Alors le producteur qui a dit un petit mot dessus, qui s'appelle Bill Kong, ça j'arrive à le prononcer. Le désert de Gobi est l'endroit le plus chaud et sec sur Terre. Tous les matins, on allumait de l'encens pour nous porter chance. On a une chance dégueulasse. C'est une traduction. Hein. Et somme toute littérale. Voilà, je parle pas le mandarin, mais bon, c'était traduit. Voilà, bref. Donc voilà, en gros, les types brûlent de l'encens pour leur porter chance. Ouais. Il pleut comme vache qui pisse, c'est terrible. Les gars du village d'à côté, les gars qui habitent dans le coin, ils disent: vous avez de la chance, vous. Les dieux vous sourient. Ils leur disent: je dis, mais comment ça? Pourquoi les dieux nous sourient? Vous avez brûlé de l'encens? Oui, pour nous porter chance. Oui, nous on brûle de l'encens quand on veut qu'il pleuve. Mais ça a marché, quoi. Donc c'est emmerdant. Donc voilà, donc c'est le début, ça. Hein. Donc il reste 2-3 anecdotes dont je parlais du temps du fait que les scènes chronophage, bien sûr, chronophage, que le tournage des scènes d'action, ça coûte de l'argent, films d'action, les arts martiaux, d'attendre la météo, etc. Je l'imagine pour un film. Ah ça doit être une vraie galère. Ah oui, tout ça. Je crois que Pirates des Caraïbes avait eu une galère aussi comme ça, où ils avaient eu une tempête aussi qui avait détruit tout le décor, je crois, du port de comment ça s'appelle déjà? J'allais dire King's Cross, non, King's Cross c'est Harry Potter. Je saurais pas te dire. C'est Port-Réal. Ok. Par contre, ça c'est le temps, tu peux rien y faire. Hein. Oui. Après, il y a d'autres choses. Genre, par exemple, tu filmes pendant 10 jours la première scène, 10 jours pour la première scène de combat. Ok. Ils finissent ça, au bout de 10 jours, ils finissent la scène de combat. Qu'est-ce qui se passe? L'actrice qui joue un des rôles principaux, hein, Michelle Yeoh, exactement. Yeoh, oui. Ligament croisé. Ça claque. Oh putain, la carrière de football. L'actrice, celle qui joue celle qui est plus âgée. Ah, c'est le plus âgé. Ok. Une des actrices principales. Ligaments. Voilà, donc les croisés, c'est parti. Donc un mois d'arrêt, elle part aux États-Unis se faire opérer, elle revient, c'est dommage, c'était la première scène. Ah ouais. Donc bon, c'est compliqué. Donc le tournage dure 8 mois, sans interruption. Le réal nous précise qu'il n'a pas pris une demi-journée de repos.
Le type est devenu fou, quoi. Pour le citer, Ang Lee, d'ailleurs, on parlera un peu d'Ang Lee pour dire ce qu'il a fait d'autre. C'est vrai qu'on a oublié de faire ça. Il a dit vers la fin, je pouvais à peine respirer. J'ai cru que j'allais avoir un AVC. Donc voilà, c'est pour résumer un peu le tournage du film qui a été un peu compliqué. Ang Lee, c'est lui. C'est ce monsieur. Ang Lee, il a réalisé donc Tigre et Dragon, il a réalisé Hulk, il a réalisé Brokeback Mountain et surtout il a réalisé l'Odyssée de Pi pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film sorti en 2012, donc Oscar j'imagine en 2013. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ce film l'Odyssée de Pi. Donc, non, il a pas pris une ride. On dirait que ce film est sorti l'été dernier. Il paraît qu'il est bien quand même, je l'ai pas vu. Il est un peu hardos quand même. Hein. Alors sous ses airs de conte. D'un gamin qui est sur une barque et qui va finir par toucher terre et qui est avec des animaux et notamment un tigre. En fait, les animaux représentent des personnes et c'est un peu rude. Dis donc, ça va te prendre un petit peu le beat quand t'as capté l'histoire. D'accord. Okay. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est une allégorie de quelque chose de. C'est une fable, quoi. C'est une fable. Oui, non, je le connais de nom, j'ai jamais vu. Il a toujours eu des bons films. Des extraits, mais ouais. Oui, donc. Ouais. Désolé, Maxime, pour les croiser. Hein. Port-Réal, c'est pas Game of Thrones. C'est aussi Game of Thrones, évidemment, c'est aussi Game of Thrones, mais il y a eu une vie avant Game of Thrones. C'est vrai. Qui l'eût cru ? Ouais, qui l'eût cru ? On l'a tous oublié. Hein. C'est pour ça qu'on fait cette émission, d'ailleurs. On va s'arrêter à la sortie du premier épisode de Game of Thrones. Peut-être que le bouquin précède. Non, je sais pas. Je sais pas de quand il date le bouquin. Précéderait l'attraction de Disney ? J'en sais rien. Je ne sais pas, il est très vieux, tu sais, R.R. Martin là. Oui, voilà, bon, bref, voilà. Donc Ang Lee est réalisateur très éclectique, quoi. Très éclectique, contrairement à Nolan, qui lui est toujours dans les mêmes thèmes, finalement. Oui, le temps qui passe, le temps qui ne passe pas, le temps qui passe à l'envers. On va vous montrer un petit extrait, notamment Tenet. On va vous montrer un petit extrait du film de Memento, et vous allez nous en dire des nouvelles. I guess I've already told you about my condition. Funny, every time I see you. You don't remember where you've been or what you've just done. I can't make new memories. Everything just fades. What's the last thing you do remember? My wife. That's sweet. Dying. You really want to get this guy, don't you? My wife deserves vengeance. When you find this guy, what are you gonna do? Kill him. Somebody's got to pay, Lenny. Somebody always pays. You have to be very careful. You wander around playing detective. Maybe you should start investigating yourself. This guy is so dangerous. He's gonna kill me. Who is he? What do you want from me? I want my life back! I think someone's trying to get me to kill the wrong guy. You can question everything. You can never know anything for sure. There are things you know for sure. You can't trust her. Even if you get revenge, you're not gonna remember it. You're not even gonna know that it happened. Who did this to you? You did. Magnifique. Justement, là, en revoyant la bande-annonce, j'étais en train de me dire, mais j'adore cet acteur, Pantoliano, qui joue dans Matrix. Le méchant de Matrix, oui. Hein ? Le méchant. Ouais, en effet, oui. Le méchant de Matrix. Ouais. Qui bouffe son beefsteak, là, je crois, au début du 2, il me semble. C'est... Dans le 2 ou dans le 1, je sais plus. C'est pas Lambert Wilson, ça ? Non. Non, Lambert Wilson, c'est putain de bordel de merde, de saloperie, de connard d'enculé de sa mère. Ouais, c'est bien ça. Voilà. On le gardera dans le montage. Sur Twitch ? Oui, je le vois. On verra. on verra. Voilà, si jamais on disparaît d'un coup, ce sera à cause de Lambert Wilson. Voilà. Et pas à cause de moi. Hein. Exactement. Il y avait des guillemets autour de cette phrase, donc ça va. Oui, exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Memento de Christopher Nolan. Du coup, c'est son deuxième film. J'ai eu quelqu'un, je ne sais plus qui a demandé si c'est son premier film. Non, c'est son deuxième. Le premier film qu'il a sorti, c'est Following. En 98, Le Suiveur en français. Le Suiveur. Oui. Mais ça donne envie. Ça le fait moins, ouais, ça le fait un peu moins. Memento, c'est comment dire c'est une tannée de scénario à expliquer. Oui, alors c'est l'histoire d'un. On peut résumer rapidement. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Un mec normal, quoi. Qui veut en gros venger le meurtre de sa femme. Exactement. Le hic, c'est qu'il souffre d'amnésie rétrograde, je crois. Amnésie. Non, j'ai juste insisté sur en fait, toutes les 5 minutes, il a besoin de se rappeler de ce qui s'est passé les 5 minutes précédentes. Donc, il a énormément de tatouages et il prend beaucoup de photos en Polaroid. Oui, pour essayer de se souvenir de ce qui se passe. Oui, voilà. Apparemment, d'ailleurs, parenthèse, c'est que les scientifiques et les médecins disent que c'est un des meilleurs films pour représenter l'amnésie rétrograde et que c'est pas des cracks ce qu'ils racontent. Ok.
D'accord, très bien. Mais c'est un excellent film. Ouais, pour la petite anecdote, ce film, je l'ai vu pour la première fois il y a, je pense, à peu près 10-12 ans. J'étais chez un pote qui s'appelle Mathieu. Et lui se levait le matin pour faire des livraisons. Donc il se levait super tôt, genre 4h du matin. Ouais. Et donc moi je dors sur le canapé, je suis devant la télé, je me dis vas-y, j'ai pas envie de me coucher. Donc j'allume la télé, je tombe sur Memento, je me dis allez vas-y banco. Film de Nolan, je l'ai pas vu, on y va, tu vois, allez. Et le film dure 2 heures. Et jusqu'à encore pas si longtemps que ça, quand je l'ai revu, j'étais persuadé qu'il durait 1h30. Tellement j'avais adoré ce film. Ouais, d'accord. Il s'est réveillé à 4h du matin. Il prend son café et j'étais encore réveillé en train de faire des recherches et de regarder des vidéos qui expliquaient le film parce que j'étais persuadé de... Enfin, je m'étais dit, putain, je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait avoir. Un peu comme avec Usual Suspect, tu vois, il y a un truc où... Twist. Ouais, il y a un twist où tu te dis... En fait, tu le vois venir parce que dès la première scène, il t'explique tout le concept. La première scène, c'est l'acteur principal, enfin le personnage principal, qui secoue un Polaroid. Et en fait, plus il secoue, plus la photo, elle disparaît. Et après, changement de plan, il remet, le Polaroid remange la photo, et donc tu captes que c'est antichronologique. Et donc que toutes les scènes en couleur seront antichronologiques. En fait, il t'annonce le concept dès le départ. Et c'est, je trouve, une masterclass. Ça donne envie de le voir. Je l'ai pas vu moi pour l'anecdote du coup, mais Yes. mais ça donne envie en tout cas. Ouais. Très très bon film qui pour certains du coup c'est le premier, je peux comprendre pourquoi parce que c'est le premier gros. Bossait la semaine, du coup il se réunissait et il payait la bande de sa poche, du coup il révisait, il refaisait les scènes sans les tourner 2-3 fois pour être sûr d'avoir 1 ou 2 prises seulement. Enfin c'est vraiment un film limite d'étudiant quoi, mais c'est un film quand même qui est sympathique et je trouve qu'il y a des prémices de Memento dessus, c'est-à-dire qu'il y a des scènes comme ça, chaque scène est dans un ordre chronologique différent. Ouais. Donc Okay. une narration, comment on dit, j'ai le terme. Antichronologique. Une narration non linéaire. Ouais, voilà, okay. c'est ça, et qui est un film sympathique. Donc c'est l'histoire d'un type, un écrivain qui en panne d'inspiration, qui se met à suivre des gens au hasard dans la rue pour essayer d'avoir des c'est un puzzle comme ça. Et il tombe sur un cambrioleur à un moment et il tombe dans ses frasques et ça fait toute une histoire un peu comme ça avec un twist de fin. C'est similaire. Okay. Donc c'est intéressant de voir que cette idée. T'as toute l'évolution en fait de cette idée-là. Memento, après c'est pas qu'une idée de Nolan, c'est aussi une idée de son frère Jonathan Nolan qui a écrit une nouvelle en fait sur l'histoire de ce gars, ce bonhomme-là qui s'appelle Memento Mori. Leonard, donc Lenny, oui. et qui, pardon, je sais plus où j'allais parce que je me suis paumé sur le nom du gars, Lenny, Léonard. Et à pas confondre avec Teddy qui joue aussi, le mec qui joue dans Matrix. Voilà. Donc bref, c'est pas qu'une idée qu'on doit à Christopher Nolan, c'est aussi une idée qu'on doit à son frère. Et on a aussi Carrie-Anne Moss, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, pour le lien avec Matrix. Oui. Voilà. Je me suis dit, mon cerveau il a fait attends, t'as oublié de parler de Carrie-Anne Moss. C'est très important, très très important. Et du coup, t'allais voir sur internet les explications parce que t'as pas tout capté du film. Alors je vous le mets là. Ça, c'est un mec qui a essayé d'expliquer le scénario de Memento. D'accord ? On dirait clairement des analyses sanguines qui sont pas bonnes. Ouais. C'est absolument dégueulasse. Ou est-ce que t'arrives à capter un peu le bail ou pas du tout ? Alors toi qui n'as pas vu le film, ça te parle ? Ah non, ça me parle pas. Non, du on est tout, d'accord, ça parle à personne. Alors moi j'ai essayé de faire un petit truc un peu sympa, un petit schéma. C'est pas bien plus clair, on va pas se mentir. On a les scènes en couleur qui sont antichronologiques, les scènes en noir et blanc qui sont dans l'ordre chronologique. D'accord. Et en fait, tu fais un petit saut de mouton. T'as une scène en couleur, une scène en noir et blanc, une scène en couleur, une scène en noir et blanc, etc. Jusqu'à arriver à un point où la chronologie se rejoint et donc tu arrives à la fin du film. Voilà. Le puzzle se met en place. Qui est aussi le début du film ou non, c'est vraiment la fin. En fait, le tout début du film t'annonce en réalité la fin, la toute fin. Tu vois la toute fin dès le début du film. Et l'histoire de ce film, c'est comment on arrive à ce point-là. En fait, comment on arrive à ce point-là et comme on n'a aucune information sur aucun des personnages, on a exactement le même point de vue que le personnage principal. On n'en sait pas plus que lui. Et c'est ça en fait qui est absolument absorbant, je trouve. Ah ouais, c'est cool, c'est captivant. À qui tu peux faire confiance, à qui tu peux pas faire confiance, sachant que tout le monde est au courant de sa condition, comme il aime bien le dire. Et donc il y en a qui vont a priori essayer d'en profiter, qui vont essayer de profiter de lui. Qui profite de lui ? Est-ce qu'il a trouvé les assassins de sa femme ou pas ? Tout ça en fait réside. On a la réponse en fait dans le film. On a la réponse, mais tu la comprends qu'à la fin. Ouais, c'est complexe, ça a l'air bien construit, ça donne vraiment envie de. C'est de la folie. Voir, ouais. Nominé à l'Oscar du meilleur scénario. Ouais, clairement. Ok, c'est beau.
Très beau film. En tout cas, je vous conseille absolument de le voir. Je pense qu'on vous conseille avec Guigui de le voir. Je pense que oui, non, c'est franchement un très bon film, ça, original, ça change, c'est pour moi le meilleur Nolan. Hein. Après, ça, pour toi, c'est le meilleur Nolan. D'accord. Oui, pour moi, oui. Carrément. Oui, oui. Waouh. C'est quoi pour toi? Je sais pas. Tenet. Non. Tenet, j'ai rien compris, je vous le dis. Même lui, je crois qu'il a pas compris. C'est Nolan. Le problème, c'est que parfois le concept prend le pas sur le scénario. Là, concrètement, le scénario sert le concept, un concept qui est certes compliqué, mais qui est pas imbranlable, en fait. Ouais. Tenet, c'est juste imbitable. C'est imbitable. Le personnage principal est même pas incarné. Comment il s'appelle déjà? Le protagoniste. Oui. On a déjà martelé Dinosaure la dernière fois. On va peut-être pas s'amuser à marteler tous les films. C'est le seul que j'ai pas vu, je crois, en plus. De quoi? Peut-être le seul que j'ai pas vu, c'est peut-être mon préféré. On ne prend pas la peine de venir, de le on ne sait pas. C'est clairement pas la peine de le regarder. T'es tordu si c'est celui-là. Il y a des gens qui nous dire ce que l'adorent. vous pensez de Tenet. S'il y a des gens qui sont fans de Tenet, ça m'étonnerait, mais je pense pas qu'il y en ait. C'est rare. Il est pas si mal noté, celui-là, je crois. Et il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment ce film. Je sais que c'est un peu soit tu détestes, soit t'adores. Chacun ses goûts. Certains n'ont pas des bons. Voilà, c'est comme ça. Oui, on parlera de musique tout à l'heure, Vivien. Etc. Mais... S'il te plaît, ne remets pas en cause. C'est nul Tenet, tu vois, il y a des avis là. Voilà, c'est nul Tenet. Ouais, bah oui, voilà, c'est nul, c'est de la merde. T'es pas net? De quoi? Non, j'ai dit t'es pas net, Oh mais c'est pour se marrer, Oh, quoi. Guillaume, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, ça fait du bien. Quelle grosse marre. C'est rafraîchissant. Mais du coup, ouais, la problématique pour moi de Nolan, c'est que le concept prend souvent le pas sur le film en lui-même. Donc, on passe souvent à côté de la vraie expérience qu'on a envie d'avoir au cinéma, quoi. Ouais. Hein. Oui, c'est ma critique du truc. Ah oui, tiens, petite photo. J'ai toujours rien compris à Tenet. Eh bah, tu n'es pas la seule, Julia. Effectivement. Petite photo que vous voyez là. Qu'est-ce que c'est, mon cher Guigui? Ah oui, alors ça c'est le côté marketing. Hein. C'est le marketing, c'est-à-dire que ça c'est une des scènes du film, c'est-à-dire la photo de est-ce qu'on dit ce que c'est ce moment du film. Oui, on peut le dire. Non, ah bah non. Bah non, on peut pas trop. Non. Mais en gros, c'est Guy Pearce, l'acteur principal, qui joue l'amnésique. Et en gros, pour le marketing, ils envoyaient cette photo, donc un type ensanglanté à poil, enfin pas à poil, mais torse nu, qui pointe sur son torse. Et ils envoyaient ça de façon aléatoire à des gens par lettre, en guise de marketing. Donc je pense que le type, premièrement, il va chez les flics, deuxièmement, il va chez le thérapeute. Et après, peut-être qu'il va pas au cinéma, peut-être, oui, qu'il va au cinéma après. Le film, peut-être qu'il retourne chez le thérapeute derrière. Il y a des gens random ou à des gens. Random, apparemment. Ouais. Complètement random. Ce que j'ai vu, ouais. Genre, tes parents auraient pu recevoir ça. Ok. Hein. C'est pas hyper smart, mais mais c'est intéressant. Ouais, c'est un artiste. Ouais, c'est un artiste incompris. Il est perché quand même. Hein. Voilà, il est perché. J'ai une traché père. À la base, d'ailleurs, ça devait pas être Guy Pearce, là, je le vois en gros. Non. Ça devait être Brad Pitt. Exactement, Brad Pitt, oui. Et quand tu vois un peu le film, tu te dis c'est vrai qu'il a un air il a un décoloré. Ou alors il se donne des airs, peut-être de Brad Pitt. Moi, je pense à une scène dans la voiture où il est comme ça avec Pantoliano, et il plisse un peu les yeux, et t'as un petit côté genre Brad Pitt dans 3, mais c'est Brad Pitt de Wish. Du coup. Ah, moi, plus mon Dieu, je pense à De Niro. J'ai hâte qu'on parle de 3. J'ai hâte. On peut en parler. On pourra en parler. J'ai un petit jeu à vous proposer. Ah, Brad, oui, Julia, Brad, on adore. J'adore les jeux. Tu adores les jeux? Ouais. Alors j'ai un petit jeu pour vous. Les amis. Vous allez pouvoir participer dans le chat aussi. Je vais vous sortir des pitchs absolument moisis, d'accord, de films. Et vous allez devoir trouver de quel film il s'agit. Ok? Ah. Ok. Ah. Alors, on va commencer par le premier. Ah, il y en a 10. Allons-y. J'en ai 10. Alors, un type tellement en manque d'amis qu'il suit des inconnus pour avoir une vie sociale. C'est quoi? On répond ou on attend un peu? Vous pouvez répondre. T'en as parlé tout à l'heure. Oui, c'est pour ça, je pense. Mais j'ai pas retenu le nom. Ah, t'as pas retenu le nom? Non. Le suiveur. Voilà, regarde Yes. là. The Social Network. Non, effectivement, c'est Following. Bien vu. Très bien vu. Bon, celui-là, il est évident. C'est un mec qui joue avec lui-même chaque matin à une partie de qui est ultra complexe. Qui joue avec lui-même. À une partie de qui est. Quoi? Il joue à une partie de qui est. Non, il joue pas avec lui-même. Ah, mais. Oui, mais je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas? Vraiment, tu l'as pas? Quand. Il joue à une partie de qui est avec lui-même. Rainman? Je me rappelle plus du nom, mais. C'est un film de Christopher Nolan. Hein. Le gars qui a qui a 12 personnalités dans sa tête là, c'est ça, non? Non. C'est un film de Nolan. Ah, de Nolan, oui, pardon. Non, bah alors Tu non. parles d'Inception, de quoi? Ah non? Tenet, je l'ai pas vu. Oh, les noobs. Les gars,
C'est Memento. Oui, merde. Oui. Je vous ai dit des pitchs absolument pourris. D'accord. Sherlock Holmes, C'est des bien pitchs sûr. moisis. Ok, j'en ai un autre. Deux flics qui découvrent que le vrai crime, c'était de ne pas apporter de masque de nuit pour aller en Alaska. Ah, mais je viens de comprendre que c'était que des Nolan en fait. C'est que des Nolan. C'est que des Nolan. C'est un indice énorme. Attends, deux flics qui portent des masques. Deux flics. Insomnia. C'est Insomnia. Yes. Bien vu. C'est beau. C'est beau. Alors, un homme en pleine crise de la quarantaine qui achète des gadgets. 40 ans toujours puceau. Non. Et qui vit encore dans la cave de ses parents. Oula. Il a une crise de la quarantaine. Il traverse une crise de la quarantaine. Ouais. Ah oui, ouais. oui. Bah, ils l'ont. Ils l'ont, bravo. Mais lequel? Yes. Un Batman. Yes. C'est beau. Tanguy. Oui, ça pourrait. Il a 27 ans, Tanguy, je crois. Je sais pas pourquoi je non, me souviens de 30 ça. 30 ans. 30? Ah oui. Alors, une équipe d'entrepreneurs qui tente de lancer une start-up dans un marché aussi stable que le Bitcoin. Les rêves de leurs clients. Ah bah c'est le plus... Oui, Inception. C'est déjà répondu, donc je l'ai dit. Yes. Eh ben non. Avec Inception. Ah si, putain, je me suis gouré. Je me suis gouré dans mes trucs. Bah Mais quoi c'est pas grave, on va passer le prestige. Hop. Non, c'est ça. c'est Ah, le Inception. Prestige, Ah, ok. avec Ouais. David Bowie, non? Le prestige, ouais, avec David Bowie. On va me dire si tu trouves, si tu aurais trouvé. Deux hommes tellement déterminés à gagner un concours de magie qu'ils en oublient de se demander si c'était bien de cloner des lapins. Je l'aurais eu avec magie. Hein. Tu l'aurais avec magie? Effectivement, hein, Nolan. Alors, un autre, je vais essayer de pas me gourer cette fois. Un agriculteur qui pense que le changement climatique peut être résolu en trouvant une nouvelle planète plutôt qu'en recyclant. Bah ça... Matthew McConaughey. Alright. Interstellar, oui. Interstellar, ouais. Ouais, Interstellar. Musique formidable, Interstellar. C'est beau. Ah oui, incroyable. C'est Zimmer encore. J'ai bien aimé ce film. C'est Zimmer encore. Toujours. Ouais, c'est Zimmer. C'est Zimmer. C'est Magnifique. toujours Zimmer. Alors, une critique féroce sur les limites du covoiturage en temps de guerre. Dunkerque. C'est pas mal comme pitch. Infâme, mec. Il est bien mon pitch. Je suis trop fier. Salaud d'anglais. Un agent secret qui prend l'expression prendre un pas de recul un peu trop au sérieux. Prendre un pas de recul. Un pas de recul. Il prend cette expression un poil trop au sérieux. Peut-être que c'en est un que j'ai pas vu. Ouais, c'est 117, c'est pas Nolan, je pense. Non. Austin Powers, c'est lui. Oui. Quoi? Mais c'est pas parce que c'est pas Oppenheimer, donc c'est. C'était net. C'était. Ah, c'est je l'ai pas vu en même temps, oui. Non, Ouais, mais... c'était net de fou. C'était net de fou. Et le dernier, c'est Oppenheimer. Dans le dernier, c'est Oppenheimer, je vous la fais quand même. Un scientifique crée quelque chose d'explosif et doit ensuite passer son temps à convaincre tout le monde qui voulait pas que ça explose aussi fort. Bah, c'est C'est ça. vraiment ça. C'est clairement Incroyable. ça. C'est clairement ça. Bon, C'est- merci d'avoir joué. Ouais, au jeu. beau jeu, beau jeu. Ah, il y a beau Je jeu. me rends compte que j'y connais pas Mais grand chose. on se rend compte On On se rend compte qu'on connaît tous les Nolan finalement. Hein. C'est surtout ça qui est intéressant quand tu Ouais, même regardes de- la carrière plus du en mec, avoir c'est que vu, tu ouais. peux faire un jeu comme ça parce que le mec en fait tu connais tous ses films. pratiquement. Julia, je pense que j'ai gagné. Oui, tu as gagné un porte-clés. Voilà. Mais, je vois ses réponses en deuxième à chaque fois. Donc... Non, c'est vrai qu'il était chaud. Regarde, Inception, Interstellar, Tenet. Déjà les trois derniers, c'est trop bien, les ouais, trois ouais. derniers, c'est cadeau. Bon, Inception un petit Incroyable. peu à la bourre. Max, t'as été le meilleur. Bravo. Malgré les croisés, c'est génial. C'est absolument génial. On va parler de jeux vidéo maintenant. Ah. Est-ce que ça vous parle le STR, la stratégie en temps réel? Oui. Ça te parle? Ça me parle, mais j'ai Quand pas je te- été un grand adepte, mais ça me parle. Alors, Ouais. c'est quoi le jeu auquel tu penses? Je te dis STR, tu penses forcément à un jeu. Bah je pense. direct à Age of Empire. comment pardon. Age of Empire. Hop, 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 hop. Age of Empire. Age of Empire. ouais. Ouais. Oui, moi aussi ça, mais après moi j'ai énormément joué à Dawn of War aussi pour ceux qui sont un peu fans de l'univers Warhammer 40 000. Ah, yes. Mais oui, ouais, Age of Empire, moi j'y ai joué personnellement aussi. Ouais. Un peu aussi. Donc, ouais. Et Mythologie aussi. Ah, Et Zeus, c'était. Mythologie, Age of Mythology. Ah ouais. Ouais, Age of Mythology qui est pour moi C'est sûr le. qu'il n'y avait pas un jeu qui s'appelait Zeus seulement et... Ah. oui, si, c'est ça. Age of Mythology en dessous. Moi, je jouais vraiment à un jeu, il y avait marqué Zeus, je me rappelle, sur Bah, Windows je- 98 à l'époque. 98, non, Mythologie c'est après donc. Ouais, non, j'avais vraiment un jeu qui s'appelait Zeus. Après, il est peut-être alors, sorti peut-être après. que hein, c'est quelque chose que je connais Si pas. Zeus, ça me parle aussi, ouais. Ouais, on Zeus, ça me verra, parle. mais. Mais il y en avait un paquet des STR et ils viennent à peu près tous de. Ils ont à peu près tous la même origine. Dune. Dune 2. Dune 2, sorti en 92. Ah. 92. Un jeu qui est inspiré, il me semble, de Macintosh. Ah oui, d'accord. Donc si on pousse un peu le vice, on peut se demander si on doit pas le STR à Steve Jobs et Steve Wozniak.
D'accord. Alors attends, parce que quand même. retombe mes. Juste, ça petites ressemble à fiches. ça. Tu vois, c'est absolument dégueulasse aujourd'hui. Attends, c'est sorti quand ça? En 92. 92. Ah oui, je me disais en 2000, ça aurait été dangereux. De En fait, sortir un ce truc qui est intéressant. Merde, pardon. comme ça. La gueule du truc. Le côté Macintosh, en fait, c'est le côté souris, sélection, etc. et interface utilisateur. Le reste, ça a été inspiré d'autres jeux comme Populous, par exemple, et Herzog's Veil, qui est aussi considéré comme un des précurseurs, mais tout le monde s'accorde à dire que Dune 2, c'est le premier STR. Et d'ailleurs, je trouve que la pochette est classe. La pochette a pas C'est- pris une ride. Ouais, En fait, franchement. contrairement à Warcraft et Starcraft qui sont absolument dégueulasses. Starcraft, C'est une question de goût. C'est une référence ce jeu hein, dans le milieu. Hein. Warcraft, surtout ouais, le ouais, 3, ouais. Mais- Warcraft qui est devenu World of Warcraft, du coup, à terme, je crois que c'était le 3, si je dis pas de bêtises. Warcraft 3 Ouais. C'est juste Warcraft 3. Alors, c'est World of Warcraft. WoW, ça vient après. mais C'était je ne saurais c'était le 4e jeu de l'univers Warcraft, non? Bah Warcraft, Il me ça semble. commence en tant que STR avec Warcraft, il y a eu le 1, le 2, le 1 en 94 si je dis pas de bêtises, Ouais. 2 et 3, et après World of Warcraft, je sais pas exactement quand c'est arrivé, mais c'est annexe, peut-être dans le même univers. Les j'avoue deux que de je me suis pas Blizzard, renseigné. D'ailleurs, de Starcraft et Starcraft et Warcraft, les deux du studio Blizzard, à qui on doit beaucoup. Ouais, bah, Mais- clairement. Qui on doit- Starcraft, c'était pas le jeu le plus compétitif de tout ça en STR. Si. C'est le Ouais. plus vendu surtout, 11 millions 11 millions de ventes, le, c'est le incroyable. STR le plus vendu au monde. Ouais. 11 millions de ventes. En Corée du Sud, seulement 4,5 millions. Alors que c'est pas non c'est plus une- énorme là. Quoi. Moi, j'adore c'est ce une genre de religion, choses complètement là-bas. débile. En fait, C'est genre, ouf. c'est complètement débile. Ah, mais c'est un phénomène culturel en Corée, Ouais. ce jeu. Hein. Donc, c'est vraiment les types, les meilleurs il y joueurs, avait- c'est des superstars. Quoi. Ils avaient carrément des chaînes de télévision en fait sur les STR, donc à un moment. Dédiés, oui, dédiés ouais, ça, à ils Nous, l'e-sport. on avait Game One et ça passait Dragon Ball Z. Eux, ils avaient déjà des parties en fait de jeux, genre Ah non, Starcraft. Ouais, de l'e-sport, ouais, c'est vraiment énorme là-bas. Samsung et tout ça qui sponsorisent les joueurs, les types ils remplissent des stades, c'est vraiment énorme quoi. Donc même encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme là-bas Starcraft. Donc Et il n'y a pas sont que ça, il y a pionniers. aussi Command and Conquer qui est arrivé Ah, ça me parle. en 2000 pour le coup. Command and Conquer, on est dans le thème. Alerte Rouge 2 en 2000. Alerte Rouge 2, effectivement, faut préciser, t'as raison de préciser mon Guigui. Alerte Rouge 2, qui est un jeu autrement plus accessible que son concurrent de l'époque, qui est Age of Empires 2. D'accord. Qui est sorti, Age of Empires 2, juste pour vous faire le topo, est sorti en 99, mais une extension est sortie en juillet 2000, c'est pour ça qu'on se permet notamment d'en parler. On aujourd'hui. triche. On a Voilà, pas. on triche un peu à une vache près, c'était en 2000. Voilà, il est sorti en septembre 99. Faites pas chier. Voilà. Mais Age of Empire, du coup, ça ressemble à ça. Age of Empire 2. Age of Empire qui a eu, il me semble, une histoire un peu particulière quand le premier est sorti en 97. Une histoire particulière quand le jeu- Particulière dans le sens où ils ont été édités par Microsoft. Microsoft qui a accepté d'éditer le jeu Age of Empire 1. D'accord. Et ils se sont rendus compte, les développeurs se sont rendus compte que comme Microsoft voulait inonder le monde avec ce jeu, ils allaient aussi le vendre en Asie. Le problème, c'est que les développeurs n'avaient pas prévu de civilisation asiatique. Donc, Ah, à c'est quelques vrai, oui. mois de la sortie du jeu, en plein crunch, ils ont dit, les gars, au fait, on rajoute 3 civilisations, comme ça, une japonaise, une coréenne, une chinoise, et t'as toute l'équipe artistique qui s'est mis en PLS. ah ouais. Parce que faut tout dessiner, faut tout mettre en forme, les bâtiments, les armées, faire du chara-design et compagnie, un vrai enfer. Donc ça, quelques temps avant que le jeu sorte en fait. Quelques mois avant que le jeu sorte. Ouais, ok. Donc le crunch dans le jeu vidéo, c'est pas récent quoi. Non, Donc, c'est- non, effectivement, Ouais. effectivement. Mais du coup, voilà, petit duel entre Age of Empire et Command and Conquer Alerte Rouge numéro 2. À mon sens, Age of Empire est mieux. Mais c'est une vraie. Enfin, C'est c'est une un- référence. En fait, c'est une bien rêve. fait. Pour le coup, tout à l'heure, tu vois, je parlais de Madeleine de Proust. C'est un jeu auquel j'ai joué assez jeune. Et on a eu la chance d'avoir Age of Empire Mythology à un moment. Trop bizarre de mettre du chocolat crunch dans les jeux vidéo, je trouve. Petite blague. Oui, c'est vrai. Ils comprennent pas tout là. J'adore. Mais du coup, voilà, mais je sais plus où je vais maintenant. Bah tu parlais du Non, succès d'Alerte je parlais Rouge. du Age of, succès de Mythology. Age of Empire. Pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. Il y a eu Age of Mythology aussi, Ouais. qui est plus de notre génération, je pense. Mais Age of 2, pour vous donner un peu un ordre d'idée, ils ont fait une Definitive Edition en 2019, donc 20 ans après la sortie du jeu, D'accord.
à l'époque, avant la sortie de la Definitive Edition, donc une édition en HD où ils ont tout lissé, qui est absolument magnifique, qui est disponible sur Steam d'ailleurs, à l'époque, il y avait encore 34 000 joueurs quotidiens sur Steam. 20 ans après la sortie du jeu. C'est énorme. Les irréductibles. Les irréductibles qui jouaient encore à Age of Empires. Il me semble qu'aujourd'hui c'est 40 000 à peu près. 42, 43, 42, oui, 43 000. dans tous les, pas seulement le 2, hein, les Age of Empires Tout en court. général. Ouais, Ok. donc 1, 2, 3. Ils ont C'est pas quand même ressorti du- récemment. Ils ont sorti le 4 pas si récemment que ça, il me semble que c'était en 2000. Ce qu'ils ont sorti récemment, c'est Ouais, le jeu mobile, mais j'ai pas. Ils ont sorti un jeu mobile il y a quelques semaines. Ouais, Ah ouais, d'accord. Ouais, il y ça a peut quelques marcher semaines. par contre. Il y a quelques semaines. Mais ce qui a fait que le remaster a marché. Pardon, t'as un- Non, Lisa, ne t'en fais pas. Fais-nous des blagues autant que tu peux, autant que tu veux, parce que je trouve que c'était extrêmement bien senti. Donc, Command & Conquer qui est très différent dans le sens où on est dans une uchronie. Oui. Mot coché. Et il est beaucoup plus barré qu'Age of Empires. C'est-à-dire qu'il y a des décisions artistiques qui sont un peu osées, mais qui sont très sympathiques. Hein. C'est-à-dire qu'il a quand même apporté au genre des choses nouvelles, des choses comme permettre de sélectionner plusieurs unités en faisant, par exemple, c'est un carré quand tu glisses un déposé, des choses comme ça, primordiales qui sont maintenant dans tous les STR. Mais il y a cette chose qui le démarque, c'est que les scènes d'animation étaient faites sur les fonds verts par des acteurs. D'accord. Et donc ça donne un petit côté sympathique au truc. Donc les C'est petits bonhommes, tu les vois partir. Non, les cinématiques. Ah, les Ouais, en fait, il y a des cinématiques de jeu dans le sont mode allés histoire qui sont absolument folles. On va Ça, c'est cool. trouver un petit extrait. Profitez-en, c'est collector. Président, le général Carville du Pentagone sur la ligne 5. Ici de Gann. Monsieur le Président, je crois bien qu'on est dans une sale situation ici. Que voulez-vous dire, Ben? D'après le NORAD, des avions soviétiques viennent sur nous dans toutes les directions et des troupes au sol sont en route vers Mexico. Je ne sais pas comment ils nous sont tombés dessus. Vous devriez vérifier ça avec le NORAD. Tout cela n'a aucun sens. J'appelle le Kremlin. Bien reçu. Da, président Romanov. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Alex? Hein, monsieur le président? Mais de quoi parlez-vous? Vous envoyez toutes vos troupes sur nous, Alex. Nous sommes censés être alliés, sale maniaque. C'est moi qui vous ai fait avoir votre place. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas votre chien, monsieur le président. Les Romanov ont un héritage à honorer. Je n'en ai rien à foutre de votre héritage. Rappelez vos hommes. Alex, rappelez vos hommes. Nous allons contre-attaquer. Oh, ce n'est pas sûr, monsieur le président. Oui, Vérification. affirmatif. Nom de Dieu. C'était magnifique. C'était magnifique et c'était quand même un beau casting. C'est-à-dire, pour ceux qui reconnaissent l'acteur, c'est quand même l'acteur de Twin Peaks qui joue le père de Laura Palmer. Donc c'est pas Joel Clodo, comme on dit. Exactement. Voilà. À sortir à chaque émission. Voilà, exactement. Ça, c'est une cinématique du jeu. C'est une cinématique du jeu. En fait, ça, c'est le point de départ du jeu. C'est-à-dire que tu allumes le jeu, tu tombes là-dessus. Oui, Ça oui. t'annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Nom de Dieu. Oh non. Donc c'est quand même, c'est quand même particulièrement cool quand même. Je veux dire, c'est sympa. Moi j'aime bien. C'est moi, sympa, je mais fais du coup, ça. c'est pas du tout le même délire que. Laurie, j'adore. C'est pas du tout le même délire qu'Age of Empire. Non. Pas ce mytho, Age of Empire, ça ressemble plus à. C'est plus sérieux. C'est une fresque historique. En fait, tu peux refaire des. Dans le 2 notamment, tu peux refaire des campagnes, des vraies campagnes historiques. Donc tu peux te permettre de jouer Jeanne d'Arc, par exemple. Plus Ou Gengis William Khan, Wallace. des choses comme ça, non? Hein? Plus Gengis Khan et des choses comme ça. dans Gengis ce- Khan dans celui-là, aussi, non ouais, tu peux avoir Je une- sais plus exactement quel T'as personnage. un nombre de civilisations vraiment fou. Ouais. Vraiment fou. Et le jeu est parfaitement équilibré en fait. Moi, c'est ça que je trouve absolument fou dans ce jeu-là, c'est que il est très accessible en fait. Tu peux être un gros noob de ce jeu, à mon sens, Et t'amuser quand même. et t'amuser quand même en comprenant très vite comment ça marche. En fait. L'idée, c'est tu craftes des ressources, donc tu ramasses du bois, de l'or, de la pierre et de la viande avec des villageois. Je suis en train d'expliquer. Tu un jeu ramasses que tu des connais. villageois. Tu ramasses des villageois, tu ramasses des agneaux, hein, c'est vrai. Tu crées des bâtiments avec tes ressources, tu crées une armée avec tes ressources, et après tu vas bouillave l'adversaire.
Oui, c'est le principe du STR, c'est récolter, faire grossir, se développer, voilà, faire évoluer. Bon, ce qui est vachement bien avec Age of Empires, c'est que du coup, et détruire. tu évolues dans le temps, c'est-à-dire que tu pars de l'âge sombre et jusqu'à arriver à l'âge impérial. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. L'idée, c'est ça. Un arbre technologique classique du STR et qui a inspiré d'autres genres, comme par exemple les anneaux, les choses comme ça, ou même le MOBA. Apparemment, j'ai vu que ça venait, tout ce qui est MOBA, par exemple Dota 2, League of Legends, des choses comme ça qui viennent à la base s'inspirer du STR pour certaines choses. Donc voilà. Par exemple, Dota et Dota 2, qui était le MOBA avec League of Legends, vient de Warcraft, qui est un mode de Warcraft 3, je crois, à la base. Ouais, qui était un mode donc, à la base. Ouais, c'est ça. Donc, ça a inspiré beaucoup de genres dans le jeu vidéo et c'est marquant au-delà du STR même. Tu vois, tu parles de jeux compétitifs, il se trouve que Age of Empires est toujours joué en compétition aujourd'hui. Ah oui. Il était même présent au début des années 2000 quand il est sorti dans ce qu'on appelle les Jeux Olympiques du jeu vidéo, qui avait lieu pour la première fois en Corée du Sud, si je dis pas de bêtises. Donc c'était une épreuve pour les joueurs de jouer à Age of Empires 2. C'était pas des vrais Jeux Olympiques. Non, c'était pas des vrais Jeux Olympiques. On les appelle Jeux Olympiques du jeu vidéo, mais ce n'était pas des Jeux Olympiques. Ils commencent à en parler de e-sport dans les Jeux Olympiques. De plus en on va plus. voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ça soit acté, mais. Moi j'espère, je trouve ça chouette. De mettre vraiment en avant le e-sport, je trouve ça vraiment bien. C'est une vraie discipline à part entière. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça va gueuler comme on a eu du breakdance cette année? Je sais pas. Mais moi je trouve que toutes les occasions sont bonnes pour mettre en avant le e-sport. Et Red Bull l'a très bien compris parce que Red Bull fait aussi une compétition de Age of Empires qui s'appelle le Wololo. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est ça. Oui. En référence au prêtre qui fait. Oui. Vous faites toujours actuellement cette compétition. Ils le font encore. Ah oui, d'accord. Ouais, ils le font encore, absolument. Et en fait, c'est juste de la compète en 1v1, comme quand nous on joue en LAN en fait, de notre côté, dans une chambre, dans un salon. Moi, je trouve ça fou de faire ça, quoi. Et ils font ça dans des endroits magnifiques, genre c'est un vieux château. Et toi, tu te retrouves dans un environnement qui est dingue, quoi. Ouais, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Et il y a eu Age of Mythology, voilà, qui est arrivé un petit peu après. Pour certains, il me semble que Rundive, c'est ton cas. Mythology, je crois que ça te parle. Mythology, c'est un peu différent. Tu passes pas vraiment d'âge en âge, mais tu débloques des dieux. Donc tu dois faire un choix, soit un dieu, soit l'autre, et donc tu vas avoir des pouvoirs qui vont s'appliquer. Tu auras le droit de les jouer, je crois, une fois par partie, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. La problématique de ce jeu qui est trop bien, qui est une vraie Madeleine de Proust, ça aussi c'en est une, c'est que c'est pas très bien équilibré pour le coup. D'accord. Ouais. Peut-être c'est toi. Je sais que tu as joué au remake qui vient de sortir. Non, le Retold, j'ai pas encore fait. Là, c'est vraiment des souvenirs de gosse. J'avais rejoué à la vieille version qui était dispo sur Steam il y a quelques années. Où je m'étais tapé un délire, je crois que c'était pendant le Covid, si je dis pas de bêtises, où je m'étais tapé un délire, allez mon gars, t'as 10 ans, on y va, on joue à Age of Mythology, et j'ai pas été déçu en fait, j'ai vraiment retrouvé ce que j'aimais dans ce jeu, malgré tout, la campagne est très très courte, que de souvenirs, la mythologie, et ouais, de fou. Et l'extension Titan aussi. Et il y a l'extension Titan, effectivement, l'extension Titan, grave. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de jouer au STR. Toi, ça te donne envie d'y retourner ou pas? Alors, pas tant. Parce que moi, je jouais pas du tout à ça. Je jouais au FPS, notamment Call of Duty, avant ça, Unreal Tournament, etc. Moi, je suis très FPS. J'ai jamais vraiment accroché avec ces jeux-là, à part j'ai joué de temps en temps pour rigoler avec des potes, mais j'ai pas vraiment accroché sur ce genre de jeu. Donc voilà, je connais ces jeux, je les connais bien, mais non, je suis sur d'autres choses, moi, on va dire. Traquenard est une star, je suis amoureux de lui. Waouh. Salut Jojox. Yes. C'est beau. Est-ce que tu n'es pas fan des STR, mais est-ce que tu es fan de musique? Oui, je suis fan de musique, ouais. Ouais, t'es fan de musique. Ça te parle? Ouais, bien sûr. Musique électronique, enfin tout style de musique. Mais... Oh non, mon habillage m'a lâché encore, c'est absolument atroce. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on va parler de ce que t'écoutais avant. Ce que j'écoutais avant. Alors dans ces années-là, j'étais très métal moi personnellement et hard rock. C'est vrai? Ouais, parce que je suis un peu l'aîné de 4 enfants et j'ai eu des grands frères interposés par mes amis en fait, et du coup qui écoutaient beaucoup de hard rock et de métal à l'époque en Picardie, du coup où j'habitais. Ouais. Et ils m'ont inculqué ça, donc Korn, System of a Down, Deftones, Slipknot, des trucs comme ça, yes. bien hard par moment, et j'écoutais beaucoup de métal en fait, et je faisais du skateboard même. Waouh. Il y a du Limp Bizkit, il y a du Sum 41, du Limp Bizkit. Voilà, exactement.
Et après, je me suis un peu calmé, j'écoutais plus du The Offspring, des trucs comme ça. Et d'ailleurs. Ouais, d'accord, ouais. Linkin Park, Donc, t'es passé de tout ce qui était un peu rock, skateboard, un peu, mais aussi nu metal, toute cette époque un peu. Enfin, tout ça en même temps, on va dire. Donc, je pense que le thème qu'on abordera, si un jour ça remarche, je pense qu'il va te plaire parce que c'est dans le même ton. C'est juste un groupe que t'as pas cité, mais un groupe qui est quand même important dans l'ère, surtout 2000. Mais il est important dans le sens où en fait il a tout changé d'un point de vue popularité. Oui, les autres, il y a quand même 2-3 gros groupes. Mais alors là, c'est un mastodonte. En fait, il y a 2-3 grands groupes. Je pense à Deftones, je pense à Korn, Limp Bizkit, Slipknot, qui ont fait évoluer un genre, quand on crée un nouveau après l'époque grunge de Nirvana. Ouais. Kurt Cobain qui est décédé en 94, du coup. Et l'album de Korn en 94. Premier album de Korn en 94. Maintenant c'est plus du karaoké chinois. Tu fais du karaoké chinois ? Oui, non mais troll de fou. Trop fan de Traco, ça fait plaisir. Et donc le groupe dont on va parler a sorti son premier album il y a exactement 24 ans. Il y a 24 ans. Je vous fais patienter 2 petites secondes parce que mon habillage est planté et j'aimerais vous faire deviner, si vous avez commencé à deviner le groupe, regardez, il y a des images juste là. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? À votre avis, c'est quoi ? Il n'y a pas le son, c'est fait exprès. Hein. Ah bah, quelqu'un a trouvé. Yes ! Putain, joli ! Eh bah, elle gagne tout le temps. Eh bah, tu vas gagner un 2e porte-clés. C'est grandiose. Alors, je vais... Yes, Laurie. Yes. Je vous mets un petit extrait. J'ai peut-être un peu abusé sur le son. Baissez le son. Ouais, baissez le son un petit peu. Qui a mis Florent Pagny ? C'est vrai que c'est saisissant maintenant. Liberté de penser. Oui. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Bah, c'est un peu le délire de Linkin Park. Hein. Oui, un peu, oui. Vous n'aurez pas ma liberté. Donc là, c'est Indian, single principal, 100 000 ventes. Ce qui est aberrant, on en a parlé il y a 2 semaines dans la première émission. Ce qui se vend en France à l'époque, c'est des comédies musicales. Donc on parle de Roméo et Juliette et des 10 commandements. Et en single, l'album le plus vendu, c'est ces soirées-là de Yannick. Oh là là. Ouais. Donc, je me rappelle de ça. Que Linkin Park arrive à se faufiler, à trouver son chemin et à dire ok les gars, je vais vendre 200 000 disques. Ouais, c'est beau. C'est pas dégueu, ça veut pas rien dire. Parce que la France était perdue à ce moment-là. La France était perdue, la France Quel était enfer. complètement paumée. Putain, non mais en vrai, on a réécouté les comédies musicales la dernière fois et c'était un petit kiff. Hein, pas se mentir. Oui, c'est bien. Oui, allez, c'est le fini. Le peuple français a du goût. Team Yannick. Yes. Tu n'aimes pas Linkin Park, Lisa ? Tu n'aimes pas Linkin Park ? C'est quand même une vraie dinguerie. Il y a un chiffre débile. J'adore les chiffres débiles. Celui-là, il est débile. Il est ahurissant. Ouais. À votre avis, il y a combien d'écoutes cumulées entre Spotify et YouTube Music ? On enlève Deezer, j'ai pas trouvé les chiffres. Mais rien qu'entre YouTube Music, hein, pas les clips, hein, YouTube Music et Spotify, combien d'écoutes cumulées sur In The End ? À une vache près. Juste ce titre-là ? Ouais, juste ce titre-là. Je dirais. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez une idée. 200 millions. 200 millions ? Ouais. Ah bah t'es mignon toi. Allez, plus, on va faire un petit juste prix. Plus, au moins deux. Plus. Il y a 548 millions qui sortent. C'est plus. Ah, peut-être qu'elle voulait dire milliard. 1,4 milliard. C'est plus. Non. Si. Plus. C'est ce que c'est 1 milliard. Vous savez déjà ce que c'est 1 milliard, Larmina ? 800 milliards. Non mais on va se calmer. Ouais. C'est incroyable. Voilà, donc c'est quand même une dinguerie. 5 milliards. 5 milliards. 5 milliards. 5 milliards d'écoutes. 1,8 milliard rien que sur le clip. Ah ouais. C'est quand même une dinguerie. Sur YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas le plus écouté ce clip. Parce que si on regarde Numb. Numb qui est sorti donc de l'album Meteora. 2003. Ouais. 3 milliards. Attends, c'est sur YouTube, je sais plus. 3 milliards de vues sur YouTube Music. C'est presque 2, je crois que c'est 2,6, 2,6. Ouais. Entre 2,6 et 2,8 milliards. Ouais, ça commence à taper très haut. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec Linkin Park, c'est que ils n'ont pas révolutionné le genre. Ils n'ont pas réinventé le genre. Il a été établi quelques années avant, par des groupes, on en a parlé, comme Deftones, c'est des groupes que tu écoutais toi, en fait, Korn et compagnie. Mais ils l'ont rendu populaire avec un album qui est super bien produit, qui a été d'ailleurs salué pour sa production.
et qui a eu un succès auprès de tout le monde. C'est un peu plus radio-friendly en réalité. C'est ça. Et moi j'adorais Linkin Park, c'est très mélodique pour le coup et un peu sombre, un peu mélancolique aussi. Et ça change aussi du métal à l'époque. Alors, les sujets sont quand même abordés, sont assez atroces. Ouais, c'est atroce, mais ça reste dans l'écoute, je trouve, quand même assez. C'est du sous-texte. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais t'as 12 ans, tu comprends rien à l'anglais. Enfin, je veux oui, dire, voilà, c'est ça. Ouais, à ce moment-là, la mélodie prime, mais quand tu grandis et que tu continues à les écouter, parce qu'ils ont quand même existé jusqu'en 2017 avec Chester Bennington. Donc tu comprends ce que le mec il va dire. Oui, tu comprends, et c'est absolument atroce. On va pas vous faire un détail parce que je crois qu'on n'a même pas le droit de dire le mot précis, mais ça n'existe pas tout ça sur Twitch. Ça vous laisse une petite idée de ce qui arrive à ce bonhomme. Ouais. Donc il a une vie qui était vraiment pas facile, qui d'ailleurs correspond un petit peu très près au chanteur de cornes. Oui, c'est similaire, hein, c'est les mêmes, je sais pas ce qu'il y a avec ce genre, mais c'est les mêmes vies de merde, quoi. Donc, c'est les mêmes profils. Ouais, c'est compliqué. Voilà, oui, c'est pas la vie est belle, quoi. Oui, c'est vrai, Barter, ils ont aussi bénéficié de l'âge d'or d'MTV. Ouais, oui, mais ça c'est la grande époque d'MTV avant que ce soit nul à chier. C'était marrant. Il y avait c'était toute l'époque des Jackass, de tout du skate, du nu metal, du rock. Les Jackass, c'était complètement fou. J'ai hâte qu'on parle des Jackass parce que franchement, c'était trop bien. C'était les années aussi 2000. Années 2000, ouais, années 2000. Il me semble que c'est un poil plus tard. Je crois que c'est 2001-2002 si je dis pas de bêtises. C'est l'époque South Park alors. 98-99. Ah, c'est avant. Ça c'est beau aussi. Ouais. South Park c'est avant, c'est 98 ou 99 je crois. Ouais. Ok. Et t'écoutes encore un peu Linkin Park ou pas du tout? Moins qu'avant, ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ouais, tu te fais des petites phases. Moins qu'avant, et je devrais reprendre une petite phase un peu hard rock, etc. Ouais. C'est très cool. Moi, j'écoute encore The Offspring, que je trouve très good mood. Ils étaient au festival à Paris il y a pas longtemps. Oui, ils étaient à Paris, même à Lyon, je crois. Ils sont passés. Je suis pas allé les voir. Ils repassent à Paris bientôt d'ailleurs. Ils repassent à Paris. Les billets sont en vente. Ok. C'est vrai. C'est vrai que c'est good vibes. Et c'est good vibes. C'est un peu le même style, mais beaucoup plus good vibes, on va dire. Les mecs se prennent pas au sérieux en fait. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pris, d'ailleurs, il y a une anecdote, ils sont pris des tomates, de la terre dans la gueule sur un festival quand ils étaient tout petits encore. Bon, ils avaient déjà un peu percé, mais les gens en fait ont pas trouvé une meilleure idée que de prendre de la terre de par terre, et en fait il pleuvait des cornes et ils leur lançaient de la terre. Et ils ont continué à jouer, et au final ça a fait un petit buzz aussi autour de ça, quoi. Il se trouve qu'il est arrivé à peu près la même chose à Linkin Park pour leur dernier concert. Je sais pas si c'était le dernier concert, mais en tout cas. Je confonds avec Green Day en fait, je crois. Ah aïe aïe aïe. On c'est encore du même style, tu vois. Bah c'est du punk. Ouais. C'est du punk. Mais d'ailleurs ils ont beaucoup piqué aux Ramones. Rock en scène, effectivement. Merci Palo. Rock en scène. Ah super. C'était au Rock en scène. Il se trouve que Linkin Park a eu une mésaventure un peu comme ça. Au Hellfest et un autre festival de métal parisien qui aujourd'hui n'existe plus. Le Download peut-être. Le Download Festival. Ok. Ils se sont retrouvés à réceptionner des bières, des bouts de papier, des frites, machin compagnie. C'est un groupe qui a, alors je sais pas s'ils avaient encore leur place dans un festival comme le Hellfest. Ils ont énormément évolué. On peut pas leur reprocher de ne pas avoir évolué. C'était quand ça, t'as dit ? 2017. C'était l'année du. Quelques semaines avant en fait le décès de Chester Bennington. Ok. Il s'est dévivanté. Oui, il s'est suicidé, je crois. Dévivanté. Oui, d'accord. Il s'est dévivanté en juillet 2017, et le festival de Hellfest c'était en juin. Mais comment tu peux lancer les trucs sur Linkin Park, je comprends pas. En fait, il se trouve avec que leur dernier tout, album c'était avec une main. C'était de la pop. En fait, c'était clairement devenu de la pop. Ils avaient tellement évolué, ils avaient plus vraiment leur place ici. Je pense que certaines personnes se sont un peu ressenti une trahison. Mais pourquoi une trahison quand le deuxième album qui sort, pas Meteora, mais c'est Reanimator, qui est quand même un mix de leur premier avec des trucs un peu hip-hop. C'est pour ça que je veux dire, ils ont jamais voulu chercher à rester dans le même carcan. Ils ont toujours évolué, et moi c'est ce que je trouve louable dans cette carrière. Je suis pas fan de tous leurs albums. Mais je trouve ça vachement bien d'avoir cherché à évoluer. Pas d'avoir cherché. Je pense pas que c'était une envie commerciale de trouver absolument un nouveau public, parce que quoi qu'il arrive, ils avaient une base qui était forte. Donc je suis pas persuadé que c'était absolument l'envie d'avoir plus d'argent et d'avoir toujours plus de monde. Ils avaient décidé de réinterpréter tous leurs classiques dans une version très pop, et au Hellfest ça n'a pas plu. Effectivement, c'est exactement ça n'a pas plu. Les gens attendaient pas ça au Hellfest. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, in the end, effectivement, ça avait pas c'était pas la même chose. C'était peut-être pas la meilleure des décisions. C'était pas la meilleure des décisions. Ils sont pas reformés récemment. Eh ben, justement, on va en parler. Ils se sont reformés. On parlait de Chester Bennington. Chester Bennington, qui donc petite
nécro de l'émission, est décédé donc en 2017. On le regrette, on le regrette pas? Bah, on va pas ne pas regretter sa mort, ce serait quand même un peu salaud. Mais non, je veux mais dire... c'est vrai que c'est une question un peu con, mais on regrette le fait qu'il soit plus avec Linkin Park ou pas? Imaginons qu'il soit encore en vie. Donc, qu'il aurait juste arrêté. Est-ce que pour vous, un Linkin Park sans Chester Bennington, c'est un Linkin Park? Moi, je n'écoutais plus de toute façon, donc je regrette pas vraiment. Ce que je regrette, après la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont bien fait de reprendre? Ça, c'est une autre question. Ouais, c'est le classique. C'est la question sous-jacente. C'est le classique des groupes qui reprennent après la mort du chanteur. Je pense par exemple à Alice in Chains ou des groupes comme ça qui marchent. Moi, je sais pas trop mon truc. Je sais que ça marche quand même ce qu'ils font. Après, il y a des groupes qui s'arrêtent comme Led Zeppelin avec le batteur et des gens comme ça. Donc ça, c'est l'éternel débat en fonction du groupe. Et c'est leur décision. Slipknot qui continue avec le bassiste qui est décédé. Pardon? Slipknot qui continue alors que le bassiste est décédé. Oui, alors voilà. Et le batteur. Non, ma question était très mal posée, mais c'était vraiment la question oui, non, sous-jacente. c'était dégueulasse. Hein. C'est absolument dégueulasse, je m'en veux. Vraiment, voilà, la nouvelle composition du groupe, c'est ça. On en parle. C'est une femme, la chanteuse. Qui est chanteuse. Alors, musicalement parlant, je trouve ça assez chouette. L'album sort le 15 novembre dans les bacs, à la FNAC. Ah, la FNAC. Ah, la FNAC. T'as le droit de faire la pub comme ça? Bah, je suis payé. Hein. Attention, on est payé cher. On a 30 personnes qui nous regardent. La FNAC, ils nous ont spoté direct. Voilà. Donc, le 15 novembre, ils ont sorti déjà 2 morceaux. Il y en a un qui était l'hymne des Worlds de League of Legends, qui, à mon sens, n'était pas le meilleur hymne des Worlds de League of Legends. Mais l'autre morceau qu'ils nous ont mis en accès libre sur Spotify, et je trouve de très bonne facture. Ouais, je l'ai écouté, ouais, il est cool. Je l'ai pas réécouté récemment, mais elle chante très bien et franchement, il y a le bon mood, je trouve. Moi, je me suis emmerdé, mais c'est pas grave. 2 sur 3, c'est bien déjà. Hein. Enfin, mais après, oui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour un peu aux sources 2000 quand même. Oui, je vois que Frank Tiger a la dent dure. Linkin Park, ça s'est tourné toute leur carrière vers le mouvement qui faisait de la thune à l'époque. À un moment, il faut le dire. Qui faisaient de la thune, mais est-ce que ça a vraiment fait de la thune pour eux? C'est-à-dire s'ils avaient fait la même chose tout le temps, je pense que ça leur aurait rapporté plus, donc je pense que cet argument est pas vraiment recevable. Mais... Tu penses que s'ils étaient restés dans le même style, absolument le même style tout le temps, ils auraient eu autant de thunes? Regarde ACDC, qui n'ont jamais rien fait d'autre que la même chose. Que les 3 mêmes accords. Voilà. C'est vrai. De toute façon, il sera toujours comme ça. Soit les gens râlent parce qu'ils font toujours la même chose, soit les gens râlent parce qu'ils prennent des risques. Donc normalement, de toute façon, les artistes, des fois, il faut leur laisser un peu le choix de ce qu'ils veulent faire avec leur groupe, quoi. C'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment voulu? Je suis pas sûr que ce soit commercialement stratégique, une stratégie commerciale. Je sais pas. Je suis pas convaincu, mais. Et pour revenir sur le chanteur principal, qui est malheureusement décédé, mais franchement, le taf a été fait aussi, tu vois, qu'il soit remplacé derrière, etc. C'est pas si grave. Ils ont sorti des hits de dingue. Et voilà quoi, il y avait limite plus grand chose à faire sur Linkin Park avec tout ce qu'ils ont sorti quoi. Ouais, moi j'ai trouvé ça formidable en tout cas comme période, les 2 premiers albums. Ah bah oui. Puis nous on était clairement dans notre jeunesse à ce moment-là. Il y avait un petit côté rebelle d'écouter ça. Pour certains ça va les faire marrer parce qu'ils écoutaient du métal beaucoup plus hardcore. Mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée justement vers des sons qui sont un peu différents de ce qu'on écoute à la radio. Je pense notamment à du Slipknot ou du Limp Bizkit. Alors aujourd'hui je préfère écouter Limp Bizkit que Linkin Park, mais il y a un petit côté, encore une fois, Madeleine de Proust, et on est un petit peu là pour ça aussi, en fait, se rappeler ce genre de moment. Et les premiers gros groupes qu'on écoutait, le nu metal était voué à pas faire long feu. La maison de disques l'a vu venir, peut-être. Désolé, c'est mon occasion de pitcher, ça fait du bien. Il y a Trigger dans le nom. Le cœur est lourd, le cœur de Frank Trigger est lourd, très très lourd. Oui, la nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. On en parle d'elle ou... On peut en parler. Est-ce qu'on peut parler de la scientologue Emily Armstrong? Alors on précise qu'on ne l'est pas et qu'on ne fait absolument pas la pub de la scientologie. Oui, c'est scientologue. Oui, alors c'était les news, c'était pas Linkin Park va sortir un album. Hein. Les news, c'était la nouvelle chanteuse et scientologue. Quoi. Les gens ne parlaient que de ça. Ça a complètement pris le pas médiatiquement sur le renouveau de Linkin Park. C'est-à-dire que ça faisait quand même 7 ans qu'ils avaient rien foutu. 7 ans. Ils ont disparu pendant 7 ans. Ils arrivent, ils nous pondent un album. La seule chose dont on parle, c'est vous avez vu que la chanteuse, elle est scientologue? Ah bah bienvenue en 2024. Bah, en même temps, elle a des casseroles. Elle a des sacrées casseroles. Elle a quand même des sacrées casseroles. Mais on va pas en parler parce qu'on n'a pas le droit. Mais elle a des. Voilà. On n'a pas le droit de parler de ça? Bah parce qu'il y a le mot qu'on n'a pas le droit de dire. Donc. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc normalement. C'est vrai. Frank Trigger, il en pense quoi de cette nouvelle chanteuse? Frank Trigger. Toi, quel cœur lourd. Dis-nous. Tu peux te lâcher, vas-y. Écrire en majuscule de la haine. Alors, écoutez, moi, cette chanteuse, je m'en fous un peu de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a pas fait.
parce que je la connais pas. Si je m'intéresse un petit peu plus au profil, il y a des chances que j'ai un peu plus de mal à écouter l'album. Mais putain, je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait. Bah ouais, moi aussi, ouais. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va T'as dit donner. en novembre 15 novembre, ils sont en concert le 3 novembre C'est à Paris. complet. Et pour ceux qui Imagine. veulent, d'ailleurs, Slipknot aussi est en concert le 12 novembre à Paris. Ah bah let's go. Voilà, let's go, s'il reste C'est des places. vrai. Moi, je suis chaud d'y aller, c'est le 12 novembre. Ils ont ressorti un album, j'ai pas suivi du tout là. Corey Taylor. qu'est-ce qu'ils Non, font alors avec, je crois qu'ils ont annoncé une réédition de leur premier... Non, pas de leur premier album, leur album de 99, je crois. 25 ans logiquement, oui, Voilà. c'est ça. Donc c'était lequel? C'était celui le à deuxième. Wait and Bleed, là je sais plus comment C'est ça ça, exactement. C'est exactement ça. s'appelle. Ok, ouais, donc en gros, il un peu de fric quoi. Incroyable, Wet and Bleed. Martin, alors, pour dire à quel point le scandale est basé sur rien, elle a expliqué s'être rendue à une réunion de scientologie car elle était amie avec une personne à l'époque. Quand elle a compris le délire, elle s'est très vite éloignée de tout ça. Est-ce Le délire vrai était connu avant qu'elle y arrive, donc c'est des conneries pour moi ça. Mais c'est pas grave, on va lui laisser le bénéfice du doute. Alors là, par contre, celle-ci, je l'avais pas vu venir. Elle pensait aller à l'église un dimanche matin. Alors, Frank Trigger qui nous dit, moi qui ai toujours trashé Linkin Park, j'ai trouvé ça plutôt nice. Ce qui veut dire que c'est pas si mal. Ou alors que c'est aucun rapport avec ce qu'il faisait à l'époque, si c'est ce que je sais pas. Ou Je alors sais pas, que la personne a grandi et Je sais pas, moi, sorti de la haine. Je sais pas, j'ai retrouvé un peu un délire un petit peu Météora, en fait. Dans la deuxième qui est sortie, l'histoire de couronne là que Ouais, j'ai c'est oublié. Heavy is the Crown. Heavy is the Crown, il y en a eu. Il y a un petit Ouais, délire ouais. comme ça. Si tu devais acheter l'album aujourd'hui, il te coûterait combien à peu près, à ton avis? Je sais même plus combien coûte un album. Une track, quand j'en achète, ça coûte 1,5€. Je sais pas, un album, ça coûte 12€. À la Fnac C'est à l'époque, cher. Je crois que c'est 16 €. C'est cher, je trouve. c'est déjà. 20 balles mec. En à la 2000, Fnac, je crois. En 2000, à peu près. 15-20. Ok. T'achètes un album, tu vas à la Fnac. Ouais. Ok. T'as d'autres moyens de trouver des albums. D'ailleurs, c'est combien Oui. à l'époque? Ah bah à l'époque c'est 120 francs. 120 francs exactement avec ça fait quoi 120 francs aujourd'hui? J'en ai aucune idée parce que j'ai oublié de faire le calcul. Yes. Écoute, tu peux 30 nous balles. faire le calcul pendant que je vous montre un petit extrait qui nous vient de Lina sur comment un petit malin nous a tous inspirés, très certainement, pour écouter les derniers albums qui sont sortis. Mais il existe une autre forme de piratage dont Vincent est un digne représentant. Nom de code, Napster. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Donc Napster. Napster c'est alors combien en francs? Arthur vient de répondre, j'ai trouvé 27 et quelques, mais 28 Ah. ouais. Merveilleux. Ah oui. C'était cool. Et le single c'était 34 francs, donc dans les 7,58 €. C'était pas si cher. M'attendais à pire, c'est vrai. Ouais, je m'attendais à pire aussi. Salaud des maisons de disques. T'as pris en compte l'inflation? J'ai fait que ça. Ah, merveilleux, merveilleux. Donc ouais, Napster, tu téléchargeais un petit peu toi? Je téléchargeais un petit peu. Y a prescription ou pas? Oui, oui, bien sûr. Oui, je téléchargeais. Ça m'arrivait de télécharger, ouais. Mais à l'époque, j'étais plus à écouter. Ouais, j'achetais quand même des albums aussi, je me rends compte. J'achetais les CD, moi. Ouais, mais moi aussi. Et après, je me suis mis à télécharger. Quand, Alors moi, quand il y a eu j'étais l'événement, très lâche tout ça. pour télécharger pour moi. Ah oui. Ouais. Moi aussi, je faisais partie de ces gens-là. C'est pour ça que je vous ai à peine le dire, tu vois. Ah, mais en fait, d'accord. je savais pas trop Non, faire. sans vergogne, absolument sans vergogne. Prenez des risques pour que j'écoute de la musique, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Non, je savais pas trop le faire au départ. Et après, j'ai su le faire. Et quand tu sais le faire, tu commences à. Ah bah tu le fais. Ouais, on va pas se mentir. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais. On n'avait pas encore Adopi. Je pense C'est que ça. vous parlez plutôt de 2005-2010 quand vous parlez de ça, parce que là on est Ouais. en 2000 tout Ouais. court, c'est pas la même 2000, connexion. voilà, moi j'étais plus Ouais, sur non, les CD, 2000 on va tout dire. court. Putain, j'avoue, la musique, elle te de la connexion internet en fait. Moi, c'était Bah. la radio et les CD. Hein. Ah bah oui, parce qu'en fait, Ouais. tu pouvais enregistrer aussi avec ta cassette, tu pouvais enregistrer ce qui se passait à la radio. Oui, aussi, ouais. Ouais. Enfin, moi, je n'enregistrais pas, Le, j'écoutais. le piratage comme les originel. Comme Oui, les à la films base, avec ouais, sur le- les- ouais. sur les bandes. Pardon, les... Hein? Non, je disais comme le film avec les magnétoscopes aussi, les VHS. Exactement. Tu ça, pouvais je- mettre le programme, tu disais je le lance à 19h30. Vous téléchargez ou pas, vous, dans le chat? Est-ce que ça vous arrivait de faire ça, bande de chenapans? J'aimerais bien le savoir. T'avais trouvé, je crois, un truc, un mec qui nous expliquait que Un article il avait fait le calcul, ouais, dans un article, il a fait le calcul entre l'achat d'un album ou d'une musique, je sais plus, je crois que c'était une musique, un single. Je sais pas s'il avait vraiment et fait le calcul. le hein. coût que ça lui coûtait en termes d'internet. Je sais pas vraiment qu'il faisait le calcul, c'est qu'il râlait le mec. Ah oui, d'accord. Et en gros, il disait gna gna gna, 120 francs, qu'est-ce qu'on sait, ce travail. Moi, Napster, les gars, une demi-heure pour télécharger une musique, c'est rentable. Hein. Et même malgré le coût de la connexion internet, du coup, j'ai regardé le coût de la connexion internet à l'époque. La première ADSL, c'est 99. C'est Alice. D'accord.
Non, Alice, Ouais, c'est 2000... Alice. Alice, c'est 2005. C'est Oh. Donc c'est 265 francs, ça équivaut à 60 € par mois à peu près. Ah. Donc je m'attendais à pire, mais c'est quand Ok. même plus cher qu'aujourd'hui. Oui. Ouais, et c'est c'est plus cher. effectivement, si tu es un véritable mélomane, c'est effectivement rentable. Bah complètement. Voilà, donc bravo à lui. Cet homme-là a économisé des milliers d'euros et je suis fier de lui. Beaucoup d'artistes sont peut-être morts de faim à cause de lui, mais Je il est vois malin. que Jeanne téléchargeait du Alizé en masse. Je pense que tu n'étais pas la seule. Je pense que tu es Vraiment. pardonné. Et je pense surtout oui, que tu es pardonné. Et ça parle de LimeWire au-dessus, ouais, moi aussi Ouais, je t'ai chargé sur LimeWire. LimeWire, mais ça vient après les années 2000, enfin c'était en quelle année Je sais pas exactement c'est dans les années 2000, je pense. Je suis pas sûr. Ouais, La mais moyenne, c'était ouais, du son ça et va à la être un fois peu plus aussi tard, ouais. des films, non? Sur LimeWire. Il n'y avait pas des jeux aussi? Il y avait un peu de Peut-être, tout. ouais. C'était Ouais, moi, ça me Emule parle, aussi, Emule. Émule. Ouais. Ah oui, bah, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Oui, maintenant c'est. Enfin, maintenant, pardon. Avant, c'était Torrent. La moyenne Ouais. qui m'a trahi plusieurs fois en mettant des chansons films qui Victor. n'avaient rien à voir. Oui, il y a des fois des résultats un peu déroutants. Un peu déroutant, oui, un peu Ouais. déroutant. Je me rappelle être allé chez un Des ami. résultats un peu branlants, j'ai envie de dire. Le professionnel, mais c'est pas du tout Belmondo. C'est ça, ouais. Un pote a téléchargé Astérix et Obélix et il m'a dit c'est pas vraiment ça, Romain, viens chez moi et regardez. Il m'a montré le truc, putain, d'accord. C'est. Fallait ouais. pas d'ailes de film, effectivement. Ouais, ouais, Et en ouais. plus, ça prenait 2-3 jours à télécharger, donc la surprise était encore plus saisissante, quoi. Souvent. Ah non, c'était des trolls, mais les mecs faisaient exprès, c'est pas possible. Ah oui, Évidemment, oui, oui. évidemment. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit choc mental? Allons-y, allons-y. Ça dépend ce que t'entends par choc mental, on va voir. Choc mental. Attention, c'est maintenant. Ça vous parle? Ouais, carrément. Moi j'ai Bah, beaucoup ouais. regardé personnellement Ouais. à l'époque, ouais. C'était vachement bien. Hein. C'était très cool, mais c'est cool de revoir des images parce que je me rappelle pas de tout. Je me rappelle pas que Lagaffe avait carrément son nom sur la Tour Eiffel pendant le jingle. Bah oui, c'était quand même le seul. Assez, voilà. Et il y avait des milliards de jeux dans ce truc-là. c'est incroyable. Alors, ils ont créé, je crois, plus de 700 jeux, si je dis pas de conneries, pendant 6 saisons. Donc, ils ont marché de 98 à 2004 avec des chiffres d'audience absolument débiles. Ah oui. Débile. Bon, on a une autre époque. On a une époque où on a 6 chaînes, d'accord, jusqu'à la TNT. C'est vrai. Donc, tu condenses un petit peu, ouais, bip bip, et tu yes. Ouais. Tu condenses un petit peu plus les masses, forcément. D'accord, tu disperses un peu moins l'audience. Est-ce que tu sais comment ça se calcule l'audience d'ailleurs? Non, tu vas me l'apprendre parce que je connais pas trop. Non. Eh ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. L'audience, c'est une entreprise qui s'appelle Médiamétrie, Ouais. d'accord, qui met des boîtiers chez des gens. D'accord, il y a 5000 foyers, donc c'est une sorte de D'échantillons. de géant, de sondage géant. Voilà, c'est un sondage géant. Et donc ils mettent des boîtiers. Ils mettent des boîtiers chez les gens avec une télécommande particulière et comme ça ils disent quand on regarde en famille, quand je regarde tout seul, quand c'est ma femme qui regarde, c'est elle qui met machin compagnie. Et donc ils ont une capacité de nous dire qui regarde quoi, à quel pourcentage les gens regardent, est-ce qu'ils regardent sur toute la durée ou pas, et qui regarde l'émission. Toute la famille, les enfants, juste les enfants, le mari, enfin peu importe. Donc sur la télécommande, tu mets sur la télécommande et en fait le le boîtier, en fait il y a ce qu'on appelle des, en fait sur chaque programme télé, tu as une sorte de code sonore qui est envoyé au boîtier. En fait le boîtier réceptionne et du coup il est capable de transcrire ces informations là, de les envoyer à Médiamétrie et le lendemain à 9h du matin, Médiamétrie envoie toutes les infos d'audience du coup aux chaînes de télévision. Ce qui les intéresse, c'est de savoir est-ce que j'ai fait des grosses audiences. Pourquoi ? Parce que si je fais des grosses audiences, j'ai une grosse régie publicitaire qui va me rapporter vachement de pognon. Toujours intéressé. Hein. Toujours intéressé. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé avec le Big Deal. En fait, ce montage, je me suis vraiment amusé. Appréciez s'il vous plaît, c'est vraiment qualitatif. Et la cravate. Donc à l'époque, à votre avis, ça fait combien tous les soirs ? Tous les soirs, c'est en quotidienne. Quotidienne. Le week-end aussi. Pour vous donner un ordre d'idée. Oui, le week-end aussi ? Non, quotidienne, hors samedi, dimanche. Semaine, ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse audience de l'année 2000, c'est la finale de l'Euro France-Italie. Ah oui, donc là c'est... Je crois que c'est 20 millions et quelques. D'accord ? Les 4 meilleures audiences de l'année sont du football. Il y a je crois qu'il y a une finale de Coupe de France, une demi-finale de Coupe de France qui se glisse dans le tas. Et la 5e meilleure audience, c'est pas du foot, c'est du sport, c'est le film Taxi 1. Ah oui. Qui a été diffusé en septembre, si je dis pas de conneries. Parce que le 2 devait sortir. Non, le 2 est sorti un peu avant. Ouais. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et je crois qu'ils avaient fait 11 millions. Donc, à votre avis, j'ai du 5 millions.
Moi j'aurais dit 7 par Je voulais gourmandise. dire 7 aussi, ouais. T'aurais dit 7 ? Ce qui est énorme. Hein. C'est trop peut-être. C'est 800 milliards, oui. Non, ça c'est Linkin C'est oui. Park, ça. C'est 6 millions de personnes tous les soirs. Tous les soirs. Tous ça, les c'est une moyenne, soirs, ça, les 6 millions à 19h. Oui, parce que parfois ça fait des pics plus lourds. Bah oui, mais la moyenne sur 6 années d'exploitation, la moyenne est énorme. C'est 6 millions de personnes tous les soirs devant leur poste avant de regarder le journal du 20h. Bah, en même temps, il y a la gaffe à la télé, tu vas pas aller dehors ou au cinoche, c'est bah ridicule. non, tu vas pas profiter du beau temps. C'est le big deal. Voilà, donc c'était juste fou. J'ai remis des images un peu du big deal. Ils ont fait des jeux de malades. En fait, des trucs à l'époque, enfin, tu pouvais les faire. Maintenant, tu pourrais pas faire un truc pareil. Genre, t'as des invités qui conduisent des engins de travaux qui nécessitent un permis spécial. Super dangereux. Non, mais en vrai, c'est complètement taré de faire ça. Il faut le casser normalement. C'est complètement fou d'avoir fait ça. Et la prod était dingue. C'est la première prod de télévision qui va te montrer les coulisses. C'est la première prod de télévision où tu vas avoir autant de caméras. Il y avait 19 caméras sur le plateau pour suivre Vincent Lagaffe qui faisait absolument n'importe quoi. Le mec était en roue libre complet. Il ne répétait pas. Et c'est ce qui rendait l'émission absolument géniale, en fait. C'est ça qui était fou, qui était complètement dingue. Ouais, donc ça, merci à Lagaffe d'avoir fait ça. Donc là, ils font du basket en transpalette, là. Ouais, c'est ça. Ils font du basket en transpalette. C'est complètement fou. Et oui, c'était l'autorisation de faire ça. J'allais dire transbasket, mais c'est peut-être un autre sport du coup. C'est un autre sport. Ça peut, ouais. C'est un autre sport. Donc moi, je trouve ça complètement dingue d'avoir habillé en orange avec la cravate habillé bleue, en orange. etc. Il avait une cravate là, c'est une cravate de Betty Boop, mais il y a sur la photo là, il a une cravate de South Park. Et tu vois, tu peux gagner. En fait, tu gagnes pas d'argent parce que c'est super mal vu. Oui, tu gagnes des lots par contre. Non, tu gagnes des lots, tu gagnes des jeux. Ils ont des fait bagnoles gagner, aussi. Ils ont fait gagner des bagnoles, ils ont fait gagner des voyages, ils ont fait gagner des cactus. Aussi, ils ont fait gagner des jeux de merde. Mais t'avais moyen de partir. Mais ça vendait du rêve, ça vendait du leur rêve. corner là, avec les jeux. Et bah, les jeux, les games. Figure-toi que ça revient. Ah oui, alors ça j'ai appris. Ça revient sur RMC Story. Un commentaire, tu parles de ça ou tu parles d'autre chose? Il est méga gaffe à Fort Boyard. Rien se perd, tout se transforme finalement, effectivement. Je connais pas ce truc. Méga gaffe. Bah c'est pas... Oh Bill, c'est pas la gaffe qui a... Qui est dans Fort Boyard maintenant. Sérieux? Peut-être. Bah ouais, je crois. C'est pas Olivier il joue peut-être un savant. Il joue un perso comme ça. Ah, c'est un farceur. Donc j'ai pas regardé Fort Boyard depuis longtemps. Voilà, c'est un perso de Fort Boyard. C'est ça. Ouais. Okay. Ah d'accord. Rien ne se perd, tout se transforme. T'as exactement raison. Mais il revient dans son rôle du coup de la gaffe, en fait. Il revient un peu dans son rôle de la gaffe. Il fait un second rôle dans une émission. Il va quitter Méga Gaffe pour devenir la gaffe, redevenir la gaffe, avec son acolyte l'extraterrestre. Ok. Qui sera une IA cette fois-ci. RMC Story. Non, c'est le même acteur parce que c'est un acteur qui est derrière la caméra en fait. C'est un fond vert. Parce que c'était très réaliste les mouvements, je me rappelle. En fait, t'as un mec qui s'occupe des expressions faciales, t'as un mec qui va s'occuper des mains, et t'as lui qui fait la voix et qui bouge son corps. En fait. D'accord. Donc t'as 4 personnes. Et un mec qui s'occupe de l'ordi, en fait, t'as 4 personnes qui s'occupent rien que du personnage de l'extraterrestre. Ah ouais, ok. D'accord. Et il y a 2 secondes de delay entre ce que dit l'extraterrestre et ce qu'entend la gaffe. Donc les mecs devaient se connaître absolument par cœur et avoir une sorte d'osmose dans le boulot pour réussir à ce que ça matche. Ils ont récupéré ce même concept un peu bordélique, un peu pour en 2024. Oui, absolument. D'accord. Et ça sort bientôt? Et ça sort bientôt sur RMC Story, effectivement. RMC Story, je sais pas la date précise, peut-être qu'elle est sortie, j'avoue que j'ai pas non plus fait des recherches. Oui, mais ça c'est une chaîne qui est pas sur la TNT, il faut la voir, etc. Ah bon? RMC Story, on l'a pas d'emblée. Tu l'as Story meilleur à bon, je crois. RMC Story, j'en sais rien. Si, il me tu semble m'as que fait. Ouais, ok. Ah bon? Je savais pas. Bah, on va payer un abonnement pour aller voir la gaffe. Mais non, mais ce sera dispo sur les internets, vous inquiétez pas. Vous avez pas la DSL? Non, mais je me posais la question si c'était une chaîne pas très accessible. C'est pas Alice. Mais de toute façon, ils pourront pas faire les mêmes audiences qu'avant. Ils vont pas le mettre sur TF1. C'est pas possible. Mais même s'ils mettaient un 19h-20h aujourd'hui, ils feraient pas les mêmes audiences. L'audience est complètement éclatée aujourd'hui. Le nombre de personnes qui regardent la télévision a sensiblement baissé. Ouais. Mais tu sais que c'est pas ça que fatalement, si, c'est les audiences qui ont tué un petit peu l'émission. Mais la vraie incidence, c'est TF1. Parce que TF1, en 2003, il lance un programme. Est-ce que ça fait tilt si je te dis... Ouais, la Star Academy. Qui a volé? C'était sur TF1. L'orange du marchand. Qui a volé l'orange. C'est insupportable. Ah, Michel. Il lance la Star Academy et ils mettent la Star Academy sur la tranche horaire du Big Deal, à savoir 18h-19h. Donc, le Big Deal... Salut Clémence. Salut Clémence. Waouh.
Le Big Deal, du coup, chute de 18h à 19h. D'accord. Et donc les audiences n'ont pas suivi. La télévision, ça a toujours été un rendez-vous. D'accord, c'est un rendez-vous. Quand tu as le même rendez-vous pendant 5 ans, et que la 6e année, tu dis à tout le monde, écoutez, maintenant ce sera 18h, ouais. Et bah forcément, ça ne marche plus. Les gens, ouais, et donc, ça s'est pété la gueule. Et à la fin de saison, ça a été on arrête le tir. En fait. Donc, c'est un peu tristoun de terminer l'histoire comme ça, je trouve. Mais c'est une émission qui était incroyablement marquante. Moi, j'ai des souvenirs gamins. Tu vois, tout à l'heure, je disais que la nostalgie, c'est quelque chose de presque sensoriel. Il y a un truc, c'est un vrai biais cognitif. Je me revois gamin passer un super moment en regardant Vincent Lagaffe, sans comprendre absolument toutes les vannes, mais c'était trop bien en fait. Tu es un garçon d'une rare sensibilité aussi, Oh c'est pour ça que c'est sensoriel pour toi. Je vous emmerde. D'accord, je vous emmerde. À fleur de peau. Et c'est pas le seul jeu assez mythique des années 2000. Ça, c'est globalement années 2000. D'accord, ça commence en 98, ça finit en 2004. Il y a un jeu qui a démarré en 2000 sur TF1. Un jeu qui marche encore. Qui veut gagner des millions, non ? Qui veut gagner des millions ? J'allais dire faites entrer l'accusé, mais. C'est vrai qu'il y avait DJ Aspect dans le Big Deal. Ouais. C'est qui ? C'est le DJ qui faisait. Et non, c'est pas les boîtes. Les boîtes, c'est arrivé après. C'est pas les boîtes. C'est pas les boîtes. Les boîtes, c'est Arthur et Apprendre à walser. Arthur qui a d'ailleurs présenté les 25 ans de Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions, qui a fait d'ailleurs des audiences complètement débiles, encore une fois, pour son retour pour les 25 ans. Alors, je lis mes notes parce que j'ai oublié le chiffre exact. Si, ils ont fait 4 millions. À l'époque, en hebdo, Qui veut gagner des millions, c'est 9 millions le samedi soir. Samedi soir, vendredi soir, machin. Ah, excusez-moi. L'habillage qui déconne. Hop. Quoi ce travail ? Qu'est-ce que c'est que Merci ce de boulot ? votre intérêt. C'est pas grave. Bon, des millions. Merci à vous. Je vais le mettre comme ça. Donc, Qui veut gagner des millions, c'est 9 millions de 9 millions de téléspectateurs. À l'époque, aujourd'hui, ils ont fait, j'ai dit 4, c'est ça ? Oui. Donc, c'est environ 20% de part de marché. Ah oui. C'est quand même c'est fort. C'est un retour très très fort. Moi, je pense, j'y aurais pas tellement cru. Tu me parles d'un Big Deal ou tu me parles d'une émission un peu moins, un peu plus friendly que Qui veut gagner des millions. J'ai envie d'y croire. Qui veut gagner des millions, 25 ans, présenté par Arthur et pas par Foucault. Ah, c'est Arthur. C'est Arthur qui l'a présenté. Dieu. J'aurais pas parié sur 4 millions. Je trouve ça absolument énorme. C'est une grande réussite. Moi, je suis du coup ravi pour eux. Je trouve ça vachement bien. Ouais, c'est cool. Vachement bien. Tous très contents pour ces millionnaires. Non, j'ai pas revu. J'ai pas revu. Je pense que je jetterai un petit coup d'œil. En vrai, peut-être que je me ferai un replay pour le fun. C'est vrai que c'est bien parce qu'en fait, tu joues avec eux. Donc le concept, il est bien. Après, ce qui était intéressant, et je suis pas persuadé qu'Arthur ait fait ça. Enfin, je présume parce que j'ai pas vu. Mais il y avait une tension. En fait, il y avait une vraie tension dans Qui veut gagner des millions. C'est vrai, tu sais combien il y a eu de gagnants dans l'histoire de Qui veut gagner des millions France ? Oui. Toi, oui, je te l'ai dit. Tu sais tout. Oui, je sais pas, mais pas. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, mais il y en a eu quand même une centaine. Même il y en a eu 3. 5, non ? Non, 3. Donc, tu as gagné le million à la fin. Ouais, alors à l'époque, au tout début, c'est 4 millions de francs. Donc, c'est pas tout à fait 1 million d'euros. Oui, d'accord. C'est des millions. Il y en a 2 donc, qui répondent on va dire, qui ont répondu bon aux 15 questions. Donc, il y en a eu 2 en l'espace de 5 semaines. Donc, l'émission sort en juillet. Le premier gagnant, c'est fin septembre. Le deuxième gagnant, c'est début novembre. D'accord. Donc il y a moyen qu'il se soit dit on va resserrer la vis. Ouais, trop facile les questions, on va. Et donc la troisième gagnante, c'est une femme, c'est en 2004. Ah oui, Et après, que dalle. Que dalle. Personne. Putain. J'imagine qu'il y a eu des 500 000. En tout cas, le million, c'est mort. Il n'en a eu que 3. Moi, je trouve ça assez dingue. Il y a une anecdote assez marrante d'ailleurs, il y en a un aux États-Unis. Pardon, Guigui, t'allais dire un truc. Je crois que c'est lié aux commentaires. Il n'y a pas un man qui avait super triché, le mec qui avait juste son dico sur les cuisses là. Ça, c'était aux États-Unis, je crois. C'est aux États-Unis. Ah ouais. Et en fait, il a fait. Il y avait, c'est sa femme dans le public ou une copine ou un copain, je sais plus, qui en fait, je crois, éternuait une fois, c'était réponse A, 2 fois réponse B, 3 fois réponse C, 4 fois réponse D. En fait. Et le gars a gagné comme ça, mais il s'est fait choper. Il y a aussi un ricain, je sais pas si c'est un fake ou pas, qui appelle son père. C'est pas un fake. Qui dit je vais gagner 1 million d'euros, papa. Ouais, le mec cool. En fait, la question est super compliquée. Et la question est compliquée, mais il a la réponse et il appelle et son joker il le prend pour appeler son père et lui dire je vais gagner en fait. Ouais, c'est ça. Juste ça, pour c'est dire. Épique, par contre. J'ai pas besoin de te donner la question, de te dénoncer la question parce que j'ai déjà la réponse et juste je t'annonce que je vais gagner $1 million. Ça fait un appel gratuit, hein, franchement. Le culot du mec. Le culot du mec. Si là il se gourge, je me marre quoi. Mais non, il a réussi.
Filou, c'est à cette séquence que je pensais. Mais du coup, aux US, il gagnait plus de millions de dollars qu'en Gros France. prouveur, gros prouveur, le mec, de fou. Prouveur de fou. Prouveur de fou, il a flex de dingue. Bah écoute, quand tu peux, vas-y. Ça Hein. marche. Mais ouais, ça a marché. Ah, pourquoi je remets de l'habillage? C'est n'importe quoi. Non, je ne sais pas. C'est absolument n'importe quoi. Donc, qui veut gagner des millions? Il y a une autre émission de ces années-là qui a vachement bien marché. Ils ont fait un remake. C'est le maillon faible. Le maillon faible. Merci, le maillon faible. Oula. Qui a, ouais, Laurence Boccolini, émission qui date de juillet 2001. Donc, ils ont refait une émission sur M6. Ils ont fait 2,9 millions de téléspectateurs. Ils ont fait un pic à 3,3 millions. Donc, c'est super fort. Et c'est la meilleure audience d'M6 depuis 4 ans. La petite chaîne qui descend. Ça descend vraiment M6? Non, pas c'est pas aussi glorieux qu'avant quand même. Hein. Il y a plus Charlie et Lulu, il y a plus Michael Youn. Il y a plus d'écho. Oui, voilà, le Morning Live. Le Morning Live. On en parlera du Morning Live effectivement. Camelot, Caméra Café, des choses comme ça. Camelot, Caméra Café. Leur gros succès là, c'est toujours depuis plus d'une dizaine d'années, c'est Scène de ménage. Quel enfer. On fait d'ailleurs un petit bisou à Muller qui a travaillé sur Scène de ménage. Ah, voilà, on lui fait un coucou, excellent. Et non, je crois qu'il a amené son expérience. Et Alain Capoff, à qui on doit aussi Camelot. Ah oui, ça c'est beau. Camelot, est-ce qu'il a bossé sur Caméra Café? Pardon, j'ai un petit doute. Je n'en sais rien. Très peut-être. J'ai envie de dire certainement. Pourquoi pas? On peut dire peut-être, ça ne nous engage à rien. Et pourquoi pas. Bref, c'est un petit peu le renouveau de ces films, de ces émissions qui ont 25 ans. On est en plein dans la nostalgie et ça marche. Oui. Star Academy qui revient, ça marche du tonnerre. Les audiences de la saison dernière étaient folles. Et en vrai, là, ça a repris l'année dernière et là, ça continue. Ça a repris l'année d'avant. L'année dernière, c'était la saison 2. On te reprend dans les Capoff, c'est Caméra Café, pas Camelot. Ah, il a pas bossé sur Camelot du tout. Max, notre back reporter. Back reporter, effectivement. Bah, c'est bien. Oui, voilà. Donc, voilà, on est rassuré, on a l'info. Je crois pas. Ah, je crois pas, personne n'est sûr. Ah, si tu n'es pas sûr, personne n'est sûr, on en parle pendant 10 minutes, mais on est sûr de rien. Voilà, on est sûr de rien. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est de voir un peu le revival de toutes ces émissions-là. Et pour vraiment marcher dans les pas de ces personnes-là, de ces grandes personnes qui ont fait notre divertissement de jeunesse, je vous propose un autre jeu. Ah, c'est vrai qu'il y a un jeu, oui. Il y a un autre jeu. N'hésitez pas à jouer dans le chat. J'ai un petit jeu pour vous. C'est maintenant. Qui veut gagner du pognon? Est-ce que vous êtes prêts à gagner du pognon? Est-ce que vous êtes prêts à gagner des subs? C'est vraiment un truc où non, vous gagnerez pas de pognon. Ah, merci. D'accord. À la limite, vous gagnerez un verre de grenadine. D'accord. Donc, première question pour vous. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour vous mettre dans l'ambiance. Première question pour vous. Comment s'appelait la mascotte du Big Deal? Ah merde. Réponse A, E.T. Réponse B, Boule. Réponse C, Bill. Et D, Puff Daddy. Big Puff Daddy. Big Puff Daddy. Et ils ont tous la réponse normale. Bah c'est Bill. Puff Daddy, t'as pris un risque quand même là. Non, ça va. Ça passe. Effectivement, c'est très Bill. dur. C'est Bill, bravo. Oui, c'est mais après, si c'est vraiment qui veut gagner des millions, au début, c'est facile. Au début, c'est facile. Deuxième question. Dans Popstar, quoi, Bruno Vandelli pense qu'il existe combien de couleurs primaires? 3, 4, 5 ou 6? Mec, c'est une question à 1 million d'euros là? Voilà, la deuxième question est censée être plus facile. Non, plus dur, c'est pas ultra culte. C'est Jean-Michel Palaref. Jean-Michel Palaref? Non. Jean-Michel, je dirais du coup par défaut un petit 4. Ah putain, ils ont l'air de dire 6 là. Il y a du 6, il y a du 5. Bah, je vous laisse faire. Petite idée? Il va falloir décider. Il a dit un truc énorme, il a dû dire 6. Un truc, Tu penses que c'est 6? Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? J'ai aucune idée de qui est ce type. Bruno Vandelli, c'était le chorégraphe de la Popstar. Ah ok, non, bah oui, non, je sais pas. Ça c'est la bonne réponse. J'ai pas suivi cette émission. Logo nous dit 4. Ouais. Donc on a du 6 un peu éparse, on a du 5, du 7, du 4. Après 4 quand tu réfléchis, il a peut-être dit une connerie en plus. Ouais, 4 peut-être en fait. Plutôt 4? Allons-y, moi je lui fais confiance. Tu fais confiance à ton partenaire? Allez, oui. Allez, 4, c'est votre dernier mot. Oui. Réponse en image. Quadricolore.
Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs, ta mère. Quadricolore. C'est pas mal. Il y a 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. C'est pas mal, ça. C'est joli, ça. C'est le premier à qui je le dis. Hein. On n'entend pas, ils disent. Ah, vous avez pas entendu? Ah mince, je suis désolé. Oh. Ah bah mince, on n'entend que la musique. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Ah oui, là c'est une bêtise. Là. Oh mince. Ça marchait tout à l'heure quand j'ai fait mes tests. Ils ont le son qui veut gagner des millions avec la vidéo. Ouais. Bah nous on s'est marré, voilà. Donc nous on s'est bien marré. Ouais, génial avec. J'ai peut-être coupé la musique. Au moins on sera peinard. Avec le son c'était vraiment marrant. Avec le son c'était marrant effectivement. Bon je vais pas vous la remettre. Mais donc on a quadricolore. Autre question, dans le premier épisode de Pokémon, quel objet Sacha emprunte-t-il à Ondine? C'est quoi le rapport avec le... Ah c'est général en fait, oui. Son vélo, son Pokédex, ça doit être ça. Son Womanizer. Ah ouais putain. Ou sa Pokéball. Pokéball peut-être, c'est au début. C'était une disqueuse moi mais non. Une disqueuse? Non je peux... J'en sais rien, je dirais, ça fait longtemps mec. Hein. Oui, ça fait longtemps, oui. La Pokéball, elle lui apprend à... C'est elle qui... Non. Il va falloir vous concerter. Et je rappelle que vous avez le droit de faire appel au chat. Non, c'est le Pokédex, allez. Je sais pas, c'est au tout début, hein. Je me rappelle d'un vélo où ils font du vélo. Non, mais c'est à plus tard. Ondine, c'est au début. Ah ouais, c'est au tout début. Moi, je penserais au Pokédex qui vient assez rapidement dans le jeu, je pense. Ouais, mais avant ça, ils font du vélo. Mais bon. Avant ça? Dans le premier opus? Ouais, dans l'épisode 1, elle fait du vélo, je crois. Rouge ou bleu, on parle là? On parle de Sacha. Du dessin animé, non? Ah, le dessin animé! Le dessin animé, ouais. Oh la vache, non, j'en ai aucune idée là. Ouais, ça c'est sûr, mais je sais pas si je dis. Alors, Maxime a dit C. Hein. Après, le Pokédex, c'est vrai que peut-être qu'il lui embarque après, il se barre et après il devient le meilleur dresseur, quoi. Ça doit être une classique. Parce que c'est comme ça qu'on nous a. C'est ça les valeurs qu'on nous a inculquées dans Pokémon. Peut-être que je vais chercher trop loin avec le vélo. On va dire vélo, franchement, j'en sais rien. Tu vas dire vélo? Non, parce que je croyais qu'on parlait du jeu vidéo, donc j'étais complètement à la masse. Ah oui, le vélo arrive beaucoup plus tard dans le jeu vidéo. Il y a quand même plus de B que de A, mais il y a du A qui sort. Et ouais. Il y a beaucoup de B, hein, beaucoup de Pokédex. Et oui, c'est un galérien, Sacha. Emprunte-t-il? Le Pokédex, il le rend c'est jamais. peut-être la Pokéball, hein, c'est le premier épisode. Ouais, c'est un emprunt. Premier épisode, c'est le Pokéball, c'est l'introduction du concept, non? Je sais plus. Franchement, là, tu viens de me perdre. J'avais oublié qu'il y avait Pokéball dans les propositions. Il regardait que la réponse C, que la réponse C. Le mec, il regarde même pas les 4. C'est la C, la C. Je sais pas. Moi, j'ai envie de dire Pokéball, mais vas-y, choisis. T'as le droit de faire appel au chat. Pokédex, je dis ça par... Tu gardes Pokédex? Par réponse des gens dans le chat, ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot? Tu fais confiance au chat? Ouais. Eh bien, c'est la réponse. Ah non, c'était bien le vélo. Ouais, bravo Microméga. Effectivement, il emprunte son vélo pour emmener Pikachu à l'hôpital. Et oui. Oh non. Et il se trouve que le vélo crame. Ah oui, carrément. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle Ondine va, dans toute cette aventure, suivre Sacha. Parce que c'est un branque. Il lui doit un vélo. D'accord. Oui, voilà. Et après, ils deviennent meilleurs amis. Voilà, parce que l'infirmière Joël à l'infirmerie pour Pikachu. L'infirmière Joël. Ouais. Nos premiers émois. Nouvelle question. En période de fête, quel était le numéro à composer pour appeler le Père Noël? Il y en avait un seul? Il y avait une grosse pub. Moi j'allais au bar d'en face, il y avait le vieux Robert. moi, ce que je vous conseille pour trouver la réponse, c'est de chanter cette chanson. Il y a la réponse. Il y a beaucoup de 55. C'est de chanter. Si. Alors 08 36 35 35 35. 06 36 65 65 65. Ah, 65 peut-être en fait. 118 218 ou le 17. Tu vas pas tomber sur le même Père Noël. Bah le 17. Ouais, la peut-être, ouais. Ouais, parce que 35, 35, 35, ça veut pas quand tu chantes. Alors que 65, 65. 800 milliards pour Lisa. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 65, 65. Ouais, c'est la B. 35, ça marche pas trop. Tu me l'as fait 35 et 35. Donc vous bloquez la B? C'est votre dernier mot? Ouais. Et bien, réponse en image. C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. 65. Il était effrayant quand même. Encore? Mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai pas le son? Bah ça je peux pas te dire. Mais c'était absolument dingue. Quand j'étais ici tout à l'heure, ça marchait. Mets l'enceinte dans le micro sinon. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Et si je fais ça marche?
Mais non, mais moi si je l'ai là, c'est que ça marche en fait. Ça marche ou pas? Ah ouais, non, il n'y a pas. Bon, là bah, c'est un couac. C'est un problème technique. Oh là là, mais c'est terrible. Bon bah dommage, ça tombe un peu à la flotte, je le referai au montage. Écoutez, c'est dramatique. Bon, bah, au montage, on dirait qu'on n'a pas le son, mais qu'on l'entendra quand même. Oui, bah c'est pas grave. Il y a la place, ouais. Et j'ai crié. Donc c'était la réponse B. Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, combien y a-t-il de scènes de dialogue entre deux femmes? C'est pas un truc genre 0? J'ai vu sortir le truc sur Insta récemment. C'est Tolkien en même temps. Alors, une scène. 4 scènes. Beaucoup trop. 12 scènes. Ou 27. Moi, je dirais une alors. Ça va être 1 dans la trilogie, c'est-à-dire qu'il y a tous les trucs. Je vois même pas laquelle ça les serait. 3 films. Il va y avoir 2 elfes à un moment qui disent une connerie, non? Moi je dirais 1 ou 4. 1 c'est très peu, on va pas se mentir. Mais je crois que c'est un truc ridiculement bas. Mais il y a pas beaucoup de femmes déjà dans le Seigneur des Anneaux. Bah non, il y a une elfe et puis quoi? Mais là c'est les dialogues entre elles, c'est ça? Ouais, c'est ça, où il y a pas de mec quoi. J'ose espérer 27, je ne pense pas du coup. Je reviens vite. Pas trop vite. Voilà. Ouais. Bah 1, moi je dis. Toi tu penses que c'est 1? On va dire 1. Mais c'est... ouais. C'est assez peu. Ah, il y a un B qui tombe là. Bon, en fait, je suis sûr que c'est pas 12 ou 27, donc c'est 1 ou 4. Hein. Alors je vais vous montrer la scène. Juste La après. scène. Ah. Ouais. Bah vous avez dit 4? Ouais, non, on a dit 1, on a dit 1. Ah vous avez dit 1? J'ai dit 1 ou 4, mais je pense que c'est 1. Autant pour moi. T'as raison, je pense. On a vu la bonne réponse, je crois. C'est pour ça que le film est aussi réussi. Merci. Hey, alors je vais vous montrer la farceur. scène, malheureusement elle est sans son. C'est dommage, j'avais m'étais amusé à faire un petit montage. Mets le micro sur le truc, au pire, ça sera dégueulasse. Mais... Oh non. Mais c'est fou. Muller, viens, on se bat. Attends, mais la scène a duré 1 seconde ou c'est bon? Je te la remets? Ouais. Oui, c'est tout. En fait, la petite, elle fait où est ma maman? Et elle fait chut. Mais c'est pas 2 femmes, c'est une femme et une petite fille quoi. Je suis choqué, je pensais que c'était juste un extrait du truc. Non, juste ça. c'est vraiment ça. Ouais, en vrai c'est 0 parce qu'il y a une petite fille, c'est pas une femme, tu vois. Donc, oh là là. Voilà, mais c'est ils sont 0, taquins, voilà. Je te jure, non mais c'est complètement C'est terrible. légèrement à faux. Moi je ouais. trouve Les mots vachement ont un dur. sens. Écoutez, On va boycotter le Seigneur des Anneaux. Ça a été compliqué pour moi déjà, d'accord, ok, de faire ce truc sans son, d'accord. Donc si je vous dis que ce sont 2 femmes, c'est que ce sont 2 femmes, d'accord. Par contre non, on va pas boycotter, ce serait dommage. Ah ouais, Bah, ça passerait plus maintenant. C'est pour ça que le Hobbit est à chier, parce que ça passe plus maintenant. Mais le Hobbit est... Oui, non, c'est encore une autre histoire, le Hobbit, mais bon, on va pas en parler. Oui. Non, on mélange pas les torchons et les serviettes, comme on dit. Oui. Faut cancel, ouais. Alors les amis, on va se quitter sur cette bonne tranche de rire. C'était un vrai petit plaisir. C'est vrai qu'on vient de rire à l'instant en plus. Donc bah ouais, vraiment, c'est magnifique. Top, ouais. J'adore. Est-ce que t'as passé un bon moment, Romain? Carrément, mais t'as pas oublié Crash Bandicoot, non? Oh putain, si. Ah bah si. Ah, c'est vrai. Après, si t'as plus le temps, on pourra. Bah non, mais grave, on va parler de Crash Bandicoot. C'est vrai que j'avais prévu qu'on parle de Crash Bandicoot. Ouais. Putain. Mais t'as pas d'image du coup? Bah si, j'ai des images, mais en fait, même mon habillage a sauté. Ah. Et du coup, ben. Ça t'a sauté le Crash. Ça m'a sauté le. J'adore ce que vous faites. Je suis fan, j'adore ce que vous faites. Oui, on peut parler de Crash Bandicoot, c'est vrai. Bah, et petit bonus. Allez, un petit rab. Petit rab Crash Bandicoot. Tout le monde est parti là. Ah, tout le monde s'est barré. Non, restez. On va parler de Crash, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Et toi, tu jouais à Crash Bandicoot Team Racing, c'est ça? Oui, j'ai joué à tous les Crash, mais ouais. Team Racing, on peut en parler, ouais. C'était quoi pour toi, Team Racing? C'est le jeu un peu. Alors, jeu d'enfance? C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Moi, j'ai eu la PlayStation 1 assez tôt dans ma vie et j'ai eu tous les Crash parce que c'est mon oncle qui a eu un gamin, enfin son premier gamin qui du coup nous a donné tous ses jeux. Il avait tous les Crash et dont le Crash Team Racing, qui est un peu comme un Mario Kart. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls jeux qui ressemble à Mario Kart qui a marché.
Ah, qui a marché, oui. Ouais, qui a marché parce que c'est vraiment calqué sur le système Mario Kart. Je crois qu'il y a un truc Diddy Kong ou un truc du genre, mais je suis pas sûr qu'il ait marché, ouais, en effet. Ouais, je suis pas sûr. Et c'est Nintendo aussi, Diddy Kong. Je suis en train de Là, on est vraiment sur autre chose. Et Crash Bandicoot. Voilà. Bah voilà. Ah. Crash Bandicoot, c'était une dinguerie et c'était vraiment un jeu super prenant. Il y a plusieurs modes de jeu, dont un mode aventure où tu peux te battre contre des boss, etc., qui sont super forts et qui vont super vite. Et il faut. Contre des boss, donc il y avait un système de solo aussi. Ouais, il y avait un système de. Je crois un peu comme Mario Kart avec des grands prix de mémoire. Tu as aussi un système avec des boss que tu dois battre petit à petit. Et tu dois aussi récupérer, je crois, des lettres. C'est un peu what the fuck. Tu dois récupérer des lettres CTR dans chaque niveau. Tout en faisant la course, t'es obligé d'aller chercher par des passages secrets des lettres. Crash Team Racing, d'accord, ok. Crash Team CTR, Racing, ouais. Meilleur jeu de course pour notre ami Loco. Et ouais, mais c'est top. En plus, la jaquette est super belle, on la voit en bas à droite là. C'est un super jeu. Auquel j'ai beaucoup joué, j'ai joué à tous les Crash perso. Là, j'ai des petites images de Crash. Alors, il a été réédité. Il a été réédité ou c'est un nouveau jeu de Crash qui est sorti? C'était PS4. Alors oui, il y en a un qui est sorti récemment. Il y en a un qui est sorti. C'est que des nouveaux jeux Crash. D'accord. Donc ils reprennent l'univers bien sûr, mais c'est des nouveaux jeux. C'est Unfueled, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça en cherchant. Unfueled, qui est vachement joli d'ailleurs. Je vous le mets plein pot. Le jeu est vraiment sympa. Ça c'est le dernier, ouais. Ok. Ça c'est le tout dernier. Il a l'air, ouais. Ouais, c'est PSP, c'est quoi? Non, c'est PS4. 4 Ouais, d'accord. C'est PS4. Quoi, tu trouves ça moche? Non, je lui demandais juste quelle plateforme c'était. Non, c'était. Moi je trouve ça vachement sympa. En fait, il a un côté ultra délirant que Mario a peut-être moins. Oui, c'est plus what the fuck et j'aimais bien cet univers un peu sombre aussi par moment. Mario, ça reste très politiquement correct, mais c'est drôle aussi. Mais Bowser, c'est pas non plus le méchant qui fait peur à fond, quoi. Non. Alors que là, Cortex, etc., c'est des mecs. Ah, Cortex, il fait flipper, hein, c'est le cas de le dire. C'est un peu plus sombre et le jeu un peu plus loufoque, ouais. Ouais. Et Crash, donc ça c'est un Mario Kart-like. Ouais. Donc sorti sur PS1 en 99. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 99, juste avant. Crash, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu la mascotte avec Tomb Raider de la PlayStation 1. Ouais. Mascotte qu'ils ont un peu laissé tomber. Ils ont fait un jeu, je crois, sur PS2, si je dis pas de bêtises. Si, ils ont fait un jeu sur PS2, voilà. Je l'ai acheté. Et après. Qui était d'ailleurs cool, franchement, pour un jeu qui est sorti longtemps après, que je l'ai bien poncé. Ouais. Cool. Ouais. C'était dur, Crash. Hein. C'est dur. C'était vachement dur. C'est pour ça que c'est des gens se sont cassés les dents dessus et c'est pour ça que ça a marché aussi parce que c'est dur et mais quand même accessible de terminer le jeu. Que j'ai réussi à le terminer quand j'étais gosse. Pardon, excuse-moi. Mais ça dit quoi? Est-ce que tu peux nous citer tous les circuits? Ah, tous les circuits? Non, j'ai oublié les circuits par contre. Mais j'aimais bien Polar, le petit ours blanc qui est tout mignon. Et je crois qu'il y a une quinzaine de persos. Ouais. Et non, super jeu de l'époque, ouais. Et ça, du coup, c'est les nouveaux qui sont sortis. Donc, Insane Trilogy, c'est une réédition, en fait, un remake des trois premiers. Ouais. D'accord, qui sont sortis sur PlayStation 1. À la Age of Empire, un peu. Qui sont vachement bien. Ces rééditions sont très très cool. Je crois que je l'ai sur l'étagère qui est juste à côté là. CTR, du coup, qui est sorti, Unfueled, et Crash Bandicoot 4 qui est sorti en cross génération. À la fois sur PS5 et sur PS4. Ah d'accord, ok. Ouais. Tu vois comme quoi il y a des gens qui l'attendent. Et toi, c'est un jeu que t'as poncé? Ça, c'est un jeu que j'ai poncé. Je les ai poncés tous les 4 parce que j'avais le 1, 2, 3 et le Crash Team Racing que j'ai terminé. Ouais. J'ai pas terminé tous les Crash, je crois, mais c'est très dur en fait de tout terminer. Ouais. Parce que tu dois aller chercher des gemmes dans des trucs hyper improbables et tout. Et à l'époque, on cherchait pas sur internet les solutions. Bah non, à l'époque, on les cherchait dans des magazines quand on allait. On en a parlé la dernière fois. On allait chez le marchand de journaux, on ouvrait un magazine qui était épais comme ça, et il fallait trouver la bonne page, parfois avec le bon code, parfois avec la solution. Il y avait ETAJV, on en parlera peut-être un jour. Mais oui. L'ancêtre de jeuxvideo.com. Ouais, on en parlera. Ah, Parc Coco, ouais. Il y a des Arentini, Piste Temple. Ouais, tu vois. Ils ont les pistes. Là. Flo est à fond sur ce jeu. Incroyable. À fond. Bravo. Ah non, belle perf en vrai. Hein. Mais parce que en tant que mascotte PlayStation, il n'y a pas aussi genre les Rayman aussi, c'est pas surtout celle-là. Les Rayman sur PlayStation 1, effectivement, qui coûtait, comme tu peux le voir, 79 francs à l'époque chez Virtua Gaming. Rayman a super bien marché le 1. Et Ratchet & Clank, c'est aussi PlayStation. Ratchet & Clank, c'est PlayStation. J'avais celui-là moi sur la 2, mais je crois que les mêmes réalisateurs de Crash ont fait Jack et Daxter, si je dis pas de bêtises. C'est possible. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué aussi, qui est très très cool. Et pareil, c'est où t'es deux, un peu comme Ratchet & Clank. C'est vraiment calqué sur Ratchet & Clank. Je sais pas lequel est sorti en premier. Mais Rayman, très stylé, ouais. Rayman, j'ai joué un peu, mais moins que Crash. J'avoue, Crash me plaisait bien, le petit. Moi, Rayman, ce qui me plaît dans le jeu, c'est déjà qu'il est beau. En fait, il est dur aussi, hein, pour revenir à la difficulté. Mais tu sais que je comprends pas cette difficulté. Quand j'étais gamin, je l'avais fait super facilement. Parce que t'avais que ça à foutre. Enfin, j'avais très certainement que ça à foutre. Je l'ai relancé il y a pas longtemps.
Enfin, il y a pas longtemps, il y a genre 1 an et demi. Rayman est plus stylé merci. Que Crash Bandicoot. Lisa, je suis grave d'accord. Moi, je suis pas d'accord, j'ai plus accroché sur Crash. Mario au-dessus de Rayman. Ça dépend de ce que t'as avec. En vrai, ça se discute. Mario, Rayman, dites-nous dans le chat plutôt Mario, plutôt Rayman. Sonic, plutôt Crash. Plutôt Mario, plutôt Rayman ou plutôt Crash. Sonic. Oh là, mais toi avec ta Sega là. Sega does what Nintendo don't. Yes. Et Crash, t'avais quand même le truc mythique avec le masque Ouba Ouba là que tu pouvais gagner dans les Crash Team Racing, tu pouvais le mettre, ça te faisait aller plus vite. C'était un peu l'étoile de Mario. Et dans le jeu classique, tu pouvais le récupérer, être invincible et taper tous les mecs et avancer en étant invincible. C'était top. Et le meilleur mode que je me rappelle un peu là en parlant, c'était quand t'avais un ours qui te suivait. Donc en fait, c'était assez novateur pour l'époque. Ton personnage venait vers toi et tu devais te déplacer comme ça et sauter sur les obstacles qui sont du coup au premier plan. Ton perso est au milieu du plan et derrière t'as un ours blanc qui te chase. Est-ce que c'est l'ours blanc qu'on voit dans la bande-annonce de Il y a l'ours polar qui est jouable dans le jeu, dans Crash Team Racing. Je crois que c'est sa maman ou son papa qui est pas content. Oh, mais pas content. Content, petit ours blanc. Et qui te court après et c'est assez stylé. Moi, ça m'avait marqué cette histoire. En vrai, je capte le délire. Moi, ça m'intéresse, Jeanne, je t'en supplie. Ça commence à s'engueuler dans les coms. Ouais, mais ça va là. Oh, tranquille. les rétronautes se mettent sur la gueule. J'adore. Il y en a pas 800 milliards, ça. Yes. Ça va rester ça. Donc toi, t'es plutôt Crash. Ouais, carrément. Définitif. Mario, non? Si, j'aime bien Mario, j'ai poncé un peu Mario Kart, Odyssey en ligne sur Mario Kart Odyssey, pardon. Non, pas Mario Kart, Mario Odyssey, tu l'as Mario joué Odyssey, je crois pas, non. C'est quoi déjà ce truc-là? Mario Odyssey, c'est celui qui est sorti sur la Switch. Il y a eu Mario 64, il y a eu Mario, le préféré de Louis, si je dis pas de bêtises, son nom m'échappe, et Galaxy. Galaxy, j'ai joué un peu. Et Galaxy 2. Sympa, ouais. Et donc Odyssey, c'est pareil, c'est l'aventure si tu veux, de Mario en 3D. En fait, dans les mondes, il passe de monde en monde. Dans les trucs un peu plus sérieux, il y avait Wipeout aussi sur PSP, etc. Je sais pas si vous y avez joué. Wipeout 2097, bien sûr, je l'avais ça. Bien sûr, tu viens de me rappeler un truc de dingue. Ouais, avec des tracks de techno à l'ancienne, très stylés d'ailleurs dans cette... on était plus en mode les mecs un peu speedrun, un peu qui voulaient gagner vraiment, un plus à la Trackmania, etc. Vraiment sérieux, plus ce vitesse. Jeu était compliqué aussi. Ouais, voilà, c'est dur. C'est plus pour les plus âgés, je dirais, de l'époque, mais j'y ai joué, mais je me suis fait éclater. Tu fais éclater, mais tu fais c'est cool. C'est vraiment cool. Ça, ouais. Il y a des avis vraiment divergents dans le chat. Il y en a pour qui Galaxy c'est ce qu'il y a de mieux, il y en a pour qui Crash c'est mieux que Mario et Rayman. Je suis pas du tout d'accord par contre. Crash pour moi, Mario il a un impact sur la définition même du jeu vidéo que Crash n'a pas, je pense. Oui. Mais après il y a toujours ce truc où tu joues à un jeu parce que tu l'as, tu te mets dedans et tu vois, moi j'ai jamais eu Rayman, j'aurais eu Rayman à la place de Crash, je t'aurais peut-être dit que c'était Rayman. Ouais, mais c'est ça, encore une fois, c'est la Madeleine de Proust. Et quand t'as 12 ans et que tu kiffes le jeu à fond, que tu essaies de le terminer, Crash, moi j'ai surkiffé. Et le 4, déçu ou pas? Le 4, j'y ai pas joué. Le 4 il est sorti récemment, celui-ci là. Ah, celui-ci là sur PS5. Et non, et moi j'ai joué à un autre jeu. Ah, autant pour moi, j'avais compris que tu avais joué ce jeu. C'est une jaquette verte sur PS2, je me rappelle, c'est Crash N, je sais plus quoi là. Insane, je sais plus quoi. J'imagine que c'est encore un autre jeu qui est sorti entre temps, qui était bien foutu. Ouais. Mais il parle de l'écran splitté, je sais pas s'il y est sur le dernier, mais ça m'étonnerait. Oui, maintenant les consoles ils font plus trop ça. Malheureusement, ça s'est un peu perdu effectivement. Oui, c'est terrible. Ce qui faisait tout le charme de ces consoles-là. On n'a jamais eu d'aussi grosse télé. On n'a jamais eu d'aussi grosse télé. On n'a pas d'écran splitté quoi. Mario Kart, tu fais un écran splitté. Le dernier, oui, bien sûr, oui, parce qu'ils ont compris que c'était la base quand même de ce genre de jeu où tu viens dans le salon, sur un canapé et tu voilà. Moi, je me souviens de parties démentes de Mario Kart avec Frank Trigger. D'ailleurs, qui était dans le chat tout à l'heure, qui nous explosait d'ailleurs à chaque partie, mais on prenait toujours autant de plaisir. C'est ça qui est bien aussi avec Mario Kart. Je sais pas si c'est le cas avec CTR parce que je l'ai pas joué. Ah, c'est vieux CTR. Après, il y en a un récent. Est-ce que tu prends autant de plaisir? Est-ce que c'est aussi facile d'accès? Ouais, franchement, ouais. Moi, il y a les mêmes mécaniques exactement. C'est vraiment bien fichu. Franchement, je trouvais ça bien fichu. Et pour l'époque, j'y ai joué même avant de jouer à Mario Kart aussi. Donc ce serait, si tu devais choisir un jeu, ce serait celui-là aujourd'hui? Un jeu de ton enfance? Un jeu de mon enfance, non. Ça serait Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Oui, c'est un super jeu qui d'ailleurs a été remasterisé récemment. Donc j'ai poncé, je faisais du Twitch là-dessus pendant le confinement. Et c'est très très dur ce jeu. Quand tu te mets en difficile, je peux te dire que j'ai galéré dedans. Parce qu'en plus, le perso, tu t'appuies sur la droite, il avance trop. Enfin, c'est pas très précis, mais c'est fait exprès.
Et c'est aussi ce truc-là de jeu difficile qui te fait aimer le jeu au final et qui est bien fait, des bonnes cinématiques. Ouais, le fait de quand tu y arrives, tu fais ouais, c'est tellement dur, mais au final, dès que tu y arrives, c'est assez facile pour que tu puisses y arriver quand même à un moment, quoi. Et du coup, c'est pas frustrant non plus. Enfin, moi, je suis pas patient du tout, mais il y a des gens pour qui ça plaît, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Le fameux, ça revient avec Dark Souls et les gens qui adorent se buter à des jeux pendant des heures, là. Moi, c'est pas mon truc, mais ouais. Mais en tout cas, alors merci de m'avoir rappelé qu'on allait parler de Crash. Je suis désolé d'avoir zappé. L'habillage me joue des tours, comme vous pouvez le voir. En tout cas, ça nous a permis aussi de débugger Flo, qui nous a retrouvé sa Madeleine de Proust, qui apparemment était aussi Crash Bandicoot. Donc merci pour ça. Super. Incroyable. Merci pour ça. C'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Donc j'espère que tu as passé un très bon moment. Ah bah super, ouais, merci beaucoup, c'était vraiment top. Écoute, tu reviens quand tu veux. Très bon concept, c'est gentil, merci, c'est top. Merci. Bon, super c'était idée. Un petit peu brouillon aujourd'hui, certains moments, technique, voilà, petit problème technique. Ça va. Top. Voilà, Guillaume, merci. Merci d'avoir encore été là. Merci d'être là dans 2 semaines. Merci d'être là dans 1 mois. Merci d'être là dans 6 semaines, dans 8 semaines. Enfin, merci d'être là. Guillaume, il tient bien la baraque, hein, franchement. Il a toutes les refs. Voilà, c'est notre monsieur anecdote. Il fait beaucoup de recherches et je te remercie pour ça. C'est bien gentil. Merci le chat d'avoir été présent. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous avez kiffé, qu'on vous a débloqué quelques petits souvenirs, que vous avez un petit choc mental sur Big Deal. J'y tiens à ce truc-là. Ouais, et la semaine prochaine, pardon, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 6 novembre, on revient et on va parler de Harry Potter 4, qui est sorti en bouquin le 24 novembre, si je dis pas de bêtises, 24 novembre 2000, donc il y a 24 ans. Donc ce sera un gros morceau, Harry Potter. J'espère que ça va vous plaire. On va vous préparer quelques petits trucs sympas. Et oui. On va essayer de les lire. Dans un mois, ouais, tu les as pas lus, toi, ça... Oui, parce que Guillaume va les découvrir. Il n'a pas lu les Harry Potter, donc ça va être une. Donc j'ai 2 semaines pour me taper 4 bouquins. Voilà, ça va être un grand moment pour toi. C'est gros là. Ça va être un très grand moment pour toi. Et l'émission d'après, on parlera de la PlayStation 2, mais chaque chose en son temps. D'abord, Harry Potter. Vous pouvez revoir l'émission qu'on a fait ce soir en replay sur YouTube. Vous pourrez voir des réels et des clips qu'on va sortir de cette émission sur Instagram et sur TikTok notamment. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. En tout cas, je suis ravi de vous avoir eu ce soir. Je vous fais des gros bisous. À vous aussi. Et maintenant, on va aller prendre un petit peu l'air. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao. Salut, bisous. Bye bye.